Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh, dear me, what's he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags. Salut à tous, c'est Cyril et on se retrouve pour un épisode 69 de C'est qui en pôle pour lancer cette saison 2020, bien sûr. Yeah. Avec ce soir un petit nouveau. Melvin, comment ça va? Bonjour à tous. Bah ça va, nickel. Ça va très bien. Oui, nickel. Ah bah on est à la Binous, donc toi tu découvres. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est un petit peu notre repère. C'est là qu'on enregistre souvent quand on est tous ensemble. D'accord. On va présenter un petit peu la tablée puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde. Stéphane, qui est en train de boire une bière évidemment. Bien sûr. Bonjour. Qu'on retrouve après un épisode de débrief de 2019. C'est ça. Ça va bien? Très bien. Ouais, Toujours. très bien. Olivier également. Bonjour à tous. Toi tu buvais pas donc c'est bien, c'est plus facile. Par contre, pas pu je te prendre sature plein de un peu. surprises. Ouais, tu satures un peu. On va régler un petit peu en live. Steph, ça va? Bah ouais, moi je suis au taquet, je suis venu en transport pour pouvoir boire. Donc je suis ravi. Et Pierre. Salut Comment tout ça le va monde. Pierre? Ça va. Notre ducatiste à nous. Ah oui, il faut. Ouais, il faut un mécano hein, quand tu pars en virée. Oh, ça commence. Ça commence. Alors, on va présenter un petit peu Melvin. Donc, Oui. Qu'est-ce que tu fais là, Melvin? T'es bien le MotoGP du coup. Alors oui, en fait, moi je viens d'une contrée très lointaine, donc C'est-à-dire Non. lointaine. en fait moi je viens de Toulon, et le truc c'est que à Toulon il se passe pas grand chose. Ouais. C'est-à-dire que quand je parle de MotoGP autour de moi, ben j'ai l'impression d'être un extraterrestre, Ouais. clairement. Donc c'est pour ça que du coup, ben, je suis bien content d'être là, de pouvoir parler d'un sujet qui me passionne, qui est le MotoGP que je suis depuis très très longtemps. Ouais, j'ai fait la Coupe Kawasaki en 2018, Ouais. donc c'était une très bonne expérience que j'ai fait avec mon père, c'était cool. Et sinon après, ben, depuis faire une MotoGP, les jeux MotoGP forcément. Ouais. Et... donc voilà. Les jeux c'est plus facile. Ouais, voilà. C'est un peu moins cher aussi. Oui, c'est ça. Non mais par contre quand les tu casses, jeux. tu payes pas. Non mais par contre les jeux sont très pratiques pour découvrir des circuits. Parce que Ah, quand, c'est clair. quand je faisais la Ah. Coupe Kawa, j'ai découvert le circuit du Mans et j'avais aussi le jeu Superbike qui m'a Ouais. permis de découvrir le circuit Manicourt. de Manicourt. De Carole. Non, Il y a pas pas de Carole. Carole, j'aimerais bien qu'il y ait Non, Carole, non. mais il y a pas que mais par contre c'était très pratique pour apprendre les circuits et ça m'a bien aidé pour la coupe et depuis forcément toujours sur le MotoGP. On va parler un petit peu aussi d'une émission que tu fais sur Facebook du coup rapidement. Oui Ça s'appelle le live show. Ouais, c'est ça. Bon, autopromo. Alors, non, en fait, j'anime. Enfin, je m'occupe de la partie technique, mais j'ai mon collègue qui anime Ouais. le live show. C'est une émission qui parle d'entrepreneuriat pour les Toulonnais, donc et dans le bassin toulonnais. On essaie un petit peu de diversifier ça. On va essayer de faire ça plus au niveau de la région maintenant. Mhm. Mais sinon, non, on s'amuse bien. Ouais. C'est rigolo de voir comment les autres émissions fonctionnent. Donc, je suis bien content. Ouais. Ah bah nous on fonctionne surtout à la bière. Il faut Et ça. à la mauvaise foi aussi. Et à la À la mauvaise foi. Ouais, aussi. Bon, on va parler du numéro 69. Pierre, Ouais. tu veux en parler? Ouais, Évidemment, bon, c'est Nicky Hayden. Forcément, numéro 69, donc on est obligé de parler de Nicky Hayden. Donc de son vrai nom, Nicolas Patrick Hayden, qu'on appelle tous Nicky, je pense. Né en 81 aux USA à Owensboro, donc si vous connaissez pas, c'est la ville où est né également Johnny Depp. Et apparemment, c'est la capitale autoproclamée du barbecue. Donc ça a l'air d'être un endroit sympa. Donc c'est dans l'état du Kentucky, d'où le surnom du kid du Kentucky. Donc sa famille est passionnée de moto et rapidement il écume les circuits américains et roule dès ses 3 ans en dirt track. Mhm. Moi je sais pas si je savais marcher à 3 ans mais Bah si, tu marchais, je pense. ouais, j'étais j'espère plutôt pas. lent. Hein. J'espère pour toi quand même. Donc en 98, Nicky va débuter en American Superbike, en Super Sport. Du coup en 99 il remporte. Il passe en 2000 en catégorie Superbike avec Honda et il gagne la première victoire dès cette année-là et il sera champion Superbike Yamaha en 2002. En 2003, il débarque directement au MotoGP. Il n'est pas passé par les catégories inférieures. Chez Honda, dans le team officiel, aux côtés d'un certain Valentino Rossi. Il finira 5e cette année-là et meilleur rookie. Saison plus compliquée en 2004 aux côtés d'Alex Barros. Et en 2005, il ira chercher une première victoire dans la catégorie chez lui à Laguna Seca. Et la 3e place au championnat du monde. Il avait pour coéquipier à ce moment-là Biaggi. En 2006, c'est la consécration avec 10 podiums et 2 dons de victoire à Assen et Laguna Seca encore. Il est titré champion du monde pour 5 points devant Rossi. Ouais.
Ensuite, c'est une douce mais longue descente. Il regoutera plus à la victoire en MotoGP. Il va rester 2 ans de plus chez Honda. En 2009, il part chez Ducati. Il y fera 5 saisons compliquées, entières, mais compliquées. Après, il avait pas une moto facile. C'est un petit peu les années creuses Ducati. Ouais. Donc 2014-2015, il va faire un retour chez Honda satellite, chez Aspar, sans grand succès également. Et en 2016, il viendra faire 2 remplacements chez Honda pour remplacer Miller blessé chez Mercedes, puis Pedrosa dans le team officiel blessé pour Phillip Island. En parallèle, en 2016, il s'est engagé en World Superbike avec Tenket. Il finira 5e sa première année, avec 4 podiums dont une victoire en Malaisie. En 2017, il entame la saison sans grand résultat jusqu'à son décès brutal dans un accident de la route le 22 mai 2017 en Italie. Il a été percuté par une voiture alors qu'il faisait du vélo. Ouais. Donc il a été sacré MotoGP légende en 2015 et son numéro officiellement retiré en MotoGP au Grand Prix des USA en 2019. Un petit souvenir sur Nicky Hayden, parce qu'on en avait déjà parlé avec Steph justement un petit peu précédemment. Melvin, un petit moi le souvenir de Nicky Hayden, c'est vraiment son titre à Laguna Seca, c'était sa victoire. Ouais. C'était assez ouf. Et non, c'était un bon combattant. Et depuis le titre, comme tu disais, la descente qui était dommage, mais le revoir aux Armapas, c'était cool. Et par contre, moi, le gros choc, ça a été le brutal décès. C'était brutal. Hein. Ah ouais, moi, j'ai pas compris. Hein. C'était vraiment violent, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment les bons souvenirs, c'était les bonnes bagarres. Et puis, et d'ailleurs, je suis en revenant sur Laguna Seca, j'étais très triste aussi quand ils l'ont supprimé du calendrier. Ouais. Donc, c'était toujours des belles courses. C'est un très beau circuit, super techos. Avec du sable et en plus sur la piste. Apparemment. Des raccourcis aussi. Ouais, c'est ça, des raccourcis. Mais les raccourcis, franchement. Non, mais c'est les raccourcis Mario Kart. C'est ça. Sur le jeu, comme tu l'as sûrement fait, Melvin, quand t'arrives en haut de la côte et que tu sais que t'as le tire-bouchon derrière, déjà en jeu, c'est chaud. Quand t'arrives en MotoGP, mais en vrai, ça doit être hallucinant. Mais, non, c'était. Moi, j'étais triste quand ils l'ont supprimé, mais bon, après, c'est pas décidé pour eux, donc. Ouais. Mais en tout cas, non, c'était vraiment le gros souvenir. Alors, évidemment, il y a eu des grosses news, puisqu'il y a eu plein de signatures juste après l'enregistrement du dernier épisode. Pierre, tu veux nous en parler rapidement ? Ouais, donc on a eu les essais de Sepang, donc on était content que ça reprenne un peu. Ouais. On peut noter le resurfaçage du circuit des USA et également Assen. Donc avoir probablement des records du circuit en vue cette année. Donc pour parler mercato, je reviens sur ce que tu disais. On a Yamaha qui a lancé le bal très tôt. Ils ont signé Viñales et Quartararo pour 2021 et 2022, donc team officiel. Et Lorenzo pilote d'essai dès cette année. Ouais. Et donc c'est vraiment donc cette année Viñales, Rossi, Lorenzo, ça fait une belle dream team. Et donc cette année on a Quartararo également qui aura bien une Moto Factory et également Rossi s'il continue dans le team satellite Yamaha en 2021. Donc ça il verra. Donc ça c'est les gros transferts. Il y a une rumeur latente mais non confirmée. Suzuki, pour Mir et Rins ce serait aussi signé. Alors le line-up Yamaha, qui veut dire un petit mot dessus? Stéphane? Pour une fois, je vais pas gueuler que le mercato est trop tôt. C'est la seule fois normalement où vous m'entendrez dire ça, parce que moi je trouve toujours débile qu'ils signent les gens une saison en avance. C'est un an trop tôt, enfin un an. Mais là, comme c'est Quarta, je ferme ma gueule. Voilà. Non, et puis Lorenzo qui revient à FISA quand même, ça a dû se discuter quand même un petit peu en amont, quoi. Mais on a vu une image où il discute avec Rossi, donc visiblement ils se parlent. Oui, étonnamment. Ils ont pas mis par avant. Et je crois que c'est pas photoshopé en plus. Ouais. Ils se parlent et ils brandissent pas le poing, donc non, mais plus sérieusement. Et les deux sont encore vivants. Ouais. Donc franchement ça, comme on sait que Lorenzo savait se servir de la M1, si elle a pas trop changé, mais je doute qu'elle a pas trop changé. C'est une Yamaha, ça change pas beaucoup. Accessoirement, il pourra dire que la Honda était comme ci, la Ducati comme ça. C'est vrai que ça fait pas si longtemps qu'il était chez l'un et l'autre, donc c'est un peu la taupe, la double taupe. Visiblement, c'est pas qu'il s'est assagi, mais il aura moins peut-être le rôle de Calimero. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y aura des wildcards? Alors oui, il y a des grosses rumeurs de wildcards en début de saison.
Ouais, c'est pas encore officiel, mais bon, il y a eu des distributions de passes VIP pour justement ça laisse à penser qu'il fera quelques wildcards. Ouais. Cool. En Espagne, bah oui. Ce qui veut dire que quand t'annonces la retraite... Olivier, tu veux dire quelque chose ? Ouais, je voudrais revenir rapidement sur le fait que Quarta signe déjà pour 2021. C'est une très bonne nouvelle pour lui, évidemment. Ouais. La question, c'est quel va être son état d'esprit cette année du coup ? Est-ce qu'il va préparer 2021 déjà ? Est-ce que ça va lui mettre la pression pour essayer de faire bonne figure pour la Yamaha usine ? Voilà, j'ai pas les réponses. On en parlera quand on sera au questions. chapitre MotoGP. Absolument, bonne idée. Voilà, teasing. Voilà, teasing, voilà. On va parler donc du Moto 3. Pierre, je te laisse la main pour les rookies. Ouais, donc on a un beau paquet de rookies qui arrive cette année. Donc on a le japonais Ryusei Yamanaka, pardon. Désolé pour la prononciation. Bel accent. Donc merci. 5e CEV Moto 3 2019 avec 2 podiums et une victoire. Il s'est fait surtout remarquer en wildcard de Moto 3 à Barcelone où il termine 9e de la course après avoir bataillé un temps en tête et 15e à Motegi chez lui. Ouais. Donc on a également Jason Dupasquier, donc qui est un Suisse francophone, fils d'eux, parce que son papa finit notamment 4e du championnat du monde motocross 125 en 2002. Donc il a fait 8e Red Bull Rookies Cup en 2019. Jérémy Alcoba, donc costaud celui-là, donc vainqueur CEV Moto 3 2019. Il a fait 3 wildcards en 2018 et 3 en 2019, qui une 14e place notamment à Silverstone. Denis Onchu, donc frère de 12e CEV Moto 3 2019, vice-champion Red Bull Rookies Cup 2018, derrière son frère, avec 5 podiums, 3 victoires. Il a fait un peu de Moto 3 cette année, donc 5 départs, mais pas encore de points pris. Bon, c'est le métier qui rentre. Hein. On a Barry Baltus, donc belge francophone également. Il aura 16 ans début mai, donc il arrivera qu'à ce moment-là dans le championnat du monde, parce qu'il y a limite d'âge minimum. Et il a fait 12e Red Bull Rookies Cup 2019 et 4e CEV Moto 3 2019. Maximilian Koffer, donc un Autrichien, 17e CEV Moto 3. 2 wildcards en Moto 3 2019, ainsi qu'une en 2018-2017, donc il connaît un petit peu la catégorie. On a Yuki Kuni, dont on a un peu parlé l'année dernière, donc japonais, 7e Red Bull Ski Cup 2019, alors qu'il n'a fait que la première partie de saison, et 7e CEV Moto 3, donc 3 podiums, 2 victoires. Et enfin, donc le dernier, et pas des moindres, Carlos Tate, espagnol, vainqueur Red Bull Rookies Cup 2019, avec 9 podiums, donc 4 victoires, et vice-champion CEV Moto 3 2019. Donc, gros morceau. Il a déjà fait ses armes avec 3 wildcards Moto 3 cette année et une première ligne de départ signée à Aragon. Donc ça c'était impressionnant quand il a fait sa qualif. Gros client pour le titre de Rookie of the Year. On a d'autres arrivées qui sont pas rookies, donc Karol Edanpaoui qui vient de la Moto 2. Et il reste une place libre parce que Jakub Kahnfeld qui devait commencer la saison n'a pas trouvé le budget, donc il reste une moto de libre a priori peut-être. Il y aura quelqu'un d'autre. On a des départs. Je note. Marcos Ramirez s'en va, Aaron Canet, Lorenzo Dalla Porta qui monte en Moto 2. Et des départs ailleurs, donc Kanonchu, Cornfield on l'a dit, Rossi, mais pas Valentino, Ricardo, Tom Boussamos l'anglais, Masaki et Xavier Artigas. On va passer la parole à Melvin. Tu veux nous parler de justement des pilotes que tu attends en Moto 3 ? Il y a quand même une belle... on va dire une belle équipe quoi. Oui, les pilotes en Moto 3, il y a forcément des pilotes qui sont habitués au championnat, si je puis dire. Ouais. Ceux qui sont pas montés en Moto 2. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit listing, j'ai fait une petite veille là-dessus. Il y a certains pilotes qui sont, on va dire, très très habitués, qui ont même vu la catégorie 125 passer en Moto 3. Ah ouais. Donc voilà, on a des pilotes comme ils ont vu Rossi gagner un titre. Non, mais des pilotes par exemple comme John McPhee vient Romano Fenati qui on va dire sont quand même habitués au championnat. On a pour respectivement 10 saisons pour l'un et 8 saisons pour l'autre de la même catégorie. Donc ça commence à faire. Moi en fait j'avais une petite question on va dire générale à poser qui était qu'est-ce que vous pensez justement des pilotes qui c'est un moment qui sont là qui stagnent un peu dans la catégorie voilà c'est ça. Pour vous est-ce qu'ils doivent par exemple je prends le cas de John McPhee ou bien Romano Fenati ou j'ai Andrea Mignot. Est-ce qu'ils doivent rester ? Est-ce qu'ils doivent tenter le titre ? Est-ce que ils sont, est-ce qu'ils pourraient, je sais pas,
parle pas de retraite ou de les enlever de ce championnat, mais les mettre dans une catégorie supérieure ou quoi. Est-ce qu'il serait pas justement légitime plutôt que d'autres de monter ou enfin voilà. C'était la grande question. La légitimité, de toute façon, elle vient avec les résultats. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es dans le top 5, tu mérites de monter, je dirais, quasiment de droit en Moto 2. Mais tu vois, typiquement, une carrière comme Fenati, c'est, de mon point de vue, c'est compliqué. Enfin, sa carrière, elle a été compliquée depuis le début, elle va être compliquée jusqu'à la fin, à mon avis. Donc, il a tenté le Moto 2, il s'est passé ce qui s'est passé. Là, il refait encore une saison en Moto 3. L'année dernière, moi, je pensais qu'il allait avoir des meilleurs résultats, c'est pas venu. C'est dommage. Mais au bout d'un moment, de toute façon, oui, ça me fait penser à Dikanek, quoi. C'est où tu sors, où je te sors, quoi. La référence. Non, mais il va falloir prendre une décision, quoi. Tu vois, typiquement, Fenati, c'est compliqué. Après Mignon il est un peu sur courant alternatif quoi. À des périodes ça roule bien. Pourtant il a pas eu des équipes mauvaises parce qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup en Moto 3. Enfin le fait que enfin de mon point de vue si tu tombes dans une équipe un petit peu tangente qui est loin des officiels c'est plus compliqué tu vois typiquement. Ce qu'a fait Canet l'année dernière à prendre, même si c'était l'écurie de Biaggi, donc entre guillemets avec un petit peu de quoi faire une structure, ça reste quand même un pari puisque c'est une équipe qui se monte. Une équipe comme Estrella Galicia en Moto 3 qui est l'antichambre de Repsol, ça devrait rouler plus facilement. D'accord. Donc il y a à mon avis une part de pilote et une part d'équipe. Okay. Et si tu stagnes, au bout d'un moment, de toute façon, tu vas être obligé de bouger. Ouais, c'est ça. Je prends le cas de John Moxley, 10 saisons en Moto 3, il a fait un bon résultat quand même l'année dernière. Est-ce qu'il aurait été pas, enfin, je sais pas, changer de championnat, rester dans celui-ci ou... Après, McPhee, c'est compliqué parce qu'il a peut-être pas la bonne nationalité aussi. Parce que après il y a le côté agent qui vient forcément dans l'équation quoi. Si tu vas chercher les guidons trop tard, bah il y en a plus. Donc c'est compliqué quoi. C'est ça. Bah c'est peut-être une question de budget aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il a le sponsor et le budget pour faire une saison de Moto 3, peut-être qu'il a pas assez pour payer une saison en Moto 2 parce que c'est le genre de pilote qui fait des résultats corrects, McPhee, c'est pas le mec qui finit 30e, hein. Non, jamais je dirais ça. C'est pas non plus le mec qui va aller facilement en Moto 2 parce que c'est le meilleur de la catégorie, tu vois. Et du coup, il est entre deux. Bah après, il va être bloqué par la limite d'âge. C'est ça. Mais c'est pas sûr qu'il trouve un guidon en Moto 2. Hein. C'est compliqué. Moi, c'est des pilotes que j'aime bien voir, qui remplissent la grille. Mais typiquement. Ouais, comme disait Cyril tout à l'heure, si tu fais pas partie d'Estrella Galicia ou de Léopard, pour moi, si t'es dans ces deux teams, tu joues le titre. Le reste, c'est un peu plus hasardeux quand même. Ouais. Tu vois, typiquement, Masbou, il a été poussé dehors par la limite d'âge et il a continué sa carrière avec des bons teams d'endurance, des teams privés, donc, mais quand même d'un très bon niveau. Et pour des teams privés, ils font des bons résultats, quoi. Donc non, le résultat y est, hein, là-dessus, il y a pas de souci, hein. Mais c'est justement ce problème d'âge. Quand on voit des jeunes de 16 ans à côté de eux qui ont peut-être 28 ou 27 ans. Je crois que c'est 28 la limite, hein. Voilà. Donc pour dire que c'est compliqué quand on a des jeunes qui montent, qui ont la hargne dedans. Bah, ça pousse, en fait. Voilà, c'est ça. Et surtout que si tu montes à 15 ans, t'es sans doute beaucoup plus léger que jusqu'à 25 ans. C'est clair. Moi, sur une Moto 3, typiquement, c'est toi qui vas la pousser, c'est pas elle qui va 95 kilos, je suis peut-être plus lourd que la moto elle-même, je pense. Pierre, est-ce qu'il y a des pilotes que t'attends cette année, du coup? Ouais, alors moi, j'avais déjà aimé Sergio Garcia l'année dernière. Donc j'aimerais bien qu'il me fasse une saison style Marc Marquez, une saison pour apprendre, une saison pour gagner. Je mettais forcément Tatsuki Suzuki, qui nous a fait une saison un peu en dents de scie l'année dernière, mais qui a appris en tout cas, et qui devrait performer. Et puis comme Léopard a toujours une bonne moto, j'ai noté Raume Massia, qui avait fait des très très bons, on va dire, runs. Il chutait beaucoup, mais il a une vitesse de passage en cours, il a un style hyper fluide, un peu à la Lorenzo, je sais pas si vous avez remarqué. Potentiellement dans ce team-là, ça peut matcher.
Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a rajouté sur le point? Enfin, juste Ouais, ajouter vas-y, pour Suzuki, vas-y, Olivier. je suis d'accord avec Pierre. Suzuki, c'est un des gars qu'on va attendre en Moto 3. Ouais. Il s'est bien battu l'année dernière. Je sais. Alors, je saurais plus redire les GP, mais sur 3-4, il était bien aux avant-postes et effectivement, il a gagné de l'expérience. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Et encore une fois, on le dit quasiment à chaque épisode, mais la Moto 3, c'est le côté génial du truc, c'est que tout le monde est à la bagarre pendant tous les tours de la course. Et voilà, j'ai vraiment hâte que ça commence. Moi personnellement, ça fait partie de ma catégorie préférée. Les bastons qu'il y a en Moto 3, bah ouais, je les trouve tellement spectaculaires. Ça y va, ça y va au coup d'épaule, le coup de coude, moi c'est impressionnant. je suis impressionné quand je les vois arriver à 4-5 de fond dans un virage. Je me dis qui va sortir premier, quoi. Quand t'avais pu voir un Brad Binder partir fond de grille et Armati tout le paquet terminer premier, c'est ça. Ouais, Alors quand même, on va rappeler dans la catégorie Tech 3 va s'aligner donc dans cette catégorie avec en tant qu'entre guillemets team satellite de KTM. Ils vont avoir justement Sasaki et Denis Sonchu. Donc ça on va voir quoi, ça peut jouer devant. Et aussi Husqvarna qui va équiper donc l'équipe de Max Biaggi, et surtout on va avoir Fenati dans le team de Max Biaggi. Steph, qu'est-ce qu'on dit? Deux poètes. Deux poètes transalpins évidemment. Ouais, on va pouvoir scruter, regarder les gossips. Il manquerait plus qu'Yannone s'il se fait rétrograder après tous les otages. Yannone en coach de vie. Non mais tu citais Husqvarna, mais ils sont propriétés de KTM. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça va être du rebrandé quoi. Ouais. Comme d'ailleurs leurs motos du moment, même si elles sont pas les motos commerciales les motos de série. Ouais. Pierre, tu voulais nous parler aussi d'une team c'est française? une petite vanne. On a le type CIP Green en Moto 3. Et il va rouler du coup cette année avec des KTM et ils vont accueillir un Autrichien. Donc, est-ce que ça va être un mec inversé de Zarco chez KTM MotoGP? J'aimerais bien qu'il lui fasse le coup le premier jour et il dit t'es nul. Putain, tu sais pas rouler. Tu sais pas rouler, la moto elle bouge pas, c'est toi qui dois changer ton pilotage. Puis lui, il pourra dire que la moto c'est de la merde. Non, ça il pourra. Mais ça sera sans doute moins médiatisé. C'est possible. Pierre, tu vas nous parler rapidement des Moto 2, des rookies? Rookie Moto 2, donc Lorenzo Dalla Porta, italien, bon, champion du monde Moto 3, et j'ai besoin de le rappeler. Avec 4 victoires et 5 saisons passées dans la catégorie, donc il avait quand même, ça rejoint un peu le sujet de tout à l'heure, il a fallu 5 saisons pour gagner en Moto 3. Donc il n'est pas ici pour beurrer les tartines, je pense que Moto 2 il veut pas y rester. Alors on continue dans les petites citations, les petits proverbes. Ouais, j'en ai un autre après. Ah d'accord. Ah ouais. Ouais, je m'éclate des fois. Préparez-vous. Un peu de trait d'humour, tu vois. Mais c'est pas spontané, faut que je l'écrive d'abord. Il faut les travailler. Ouais. Donc désolé pour la prononciation, mais il va y avoir l'Indonésien Andy Farid Izdia. Je prononcerai pas son surnom parce que je suis incapable de savoir pourquoi. Donc c'est le 3e de l'Asian Talent Cup 2016 derrière Chantra et Ogura qu'on a pu croiser dans la catégorie. Il a fait un petit peu de CV Moto 3, CV Moto 2. En 2019, on l'a vu remplacer Pratama à Misano, il a fini 24e. Et puis donc pour 2020, il lui pique carrément la place. Bon, après, on sait que Pratama, ça a été compliqué. C'était pas top. Donc on a Marcos Ramirez qui vient du Moto 3 également, 3e. 4 saisons passées dans la catégorie. Aaron Canet, donc 4 saisons également passées dans la catégorie, qui a fini vice-champion du monde Moto 3. Lui, il vient aussi chercher une place de Rookie of the Year. Et un Malaisien qui nous vient directement du CV Moto 2. Il a fini 10e. Avec comment il s'appelle ce Malaisien? On va l'appeler Kasma. Daniel, ça marche. Kasma Daniel Bing Kasma Ouyudin. Et du coup, ce que j'ai noté sur lui, c'est qu'en 2016, il a été invité une semaine au Range VR46 pour un stage. Ouais. Donc ça compte dans le palmarès quand même, je pense. Non. En notre arrivée, on a Fissiarine qui nous revient de MotoGP. Hector Garzo et Dioscora Finn qui nous viennent de Moto E, respectivement 3 podiums, 4e et 8 podiums pour Rafi, 8e pour Rafi. Et enfin Edgar Spons qui revient dans la catégorie après un an de CEV Moto 2 où il a gagné le titre. Ouais. Donc on sait que c'est plus du tout les mêmes motos, clairement, mais pourquoi pas, avec cette victoire. En départ, on a donc Lecuona, Binder et Marquez qui partent en MotoGP. On a également les départs de Dendal, Tulovic en Moto E, Hotel, Locatelli, Agerter en Moto E, Cardelis également,
Pratama et Pawi en Moto 3. Ouais. Olivier, est-ce que tu veux nous parler un petit peu d'un pilote en Moto 2? Ouais, Schroeter, c'est un petit peu mon Crutchlow de la Moto 2. Ah ouais. J'en avais parlé la première fois que j'étais venu ici au micro. C'est quelqu'un que j'avais vu courir et je m'étais dit tiens, je l'aime bien lui. Voilà. Schroeter. Ouais, et comme quoi je suis pas obsédé par la Grande-Bretagne. Pour le coup, c'est un Allemand cette fois et effectivement, je l'ai vu. J'aimais bien le voir rouler, donc voilà. Et j'espère qu'il va nous faire une belle saison en Moto 2 et confirmer éventuellement son progrès. Ah, faudrait que ça monte. Hein. Ouais. Parce que ça stagne un peu. Hein, C'est clair. Ouais. Les places sont chères après au-dessus. Melvin, t'es pilote 2020 en Moto 2? Ben moi, 2020 Moto 2, j'avais bien aimé le début de saison de l'année dernière de Baldassarri. Ouais. Donc, qui s'est arrêté un peu tôt quand même. Qui s'est arrêté très tôt, oui. Ouais. Mais j'aimerais bien voir. J'ai rien acheté là. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il va faire, dans justement, voir avec le calendrier s'il arrive à réitérer l'exploit et peut-être dans la durée, ce serait peut-être intéressant. Après, Lutti, Lowe, ça serait dans les avant-postes. Alors ouais, on en a pas parlé, mais Loves il s'est blessé sévèrement à Rérez. D'accord. Donc là, il s'est explosé l'épaule. Ok. Et il sera partant pour le. Bah, ils annoncent 4 semaines de convalescence, donc pour le Qatar, ça va être encore compliqué. jouable. Mais ça risque d'être compliqué. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Et après Bezeki aussi. Bezeki, ouais, ça va être solide à mon avis. Et je pense que ça se jouera dans ces avant-postes. Et pareil avec le rookie, avec Dalla Porta. Ouais. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et pareil avec Aaron Canet. Je pense que ça peut être un des bonnes petites courses avec des bons dépassements dans les avant-postes, je pense. Alors j'espère que ce sera un petit peu plus disputé que l'année dernière, parce que quand même le Moto 2 l'an dernier, on attendait beaucoup de cette catégorie quand même, puisqu'elle propose un moteur unique, donc c'est ça. Ça permet quand même de niveler un petit peu. Moi personnellement, j'étais un petit peu déçu de la physionomie des courses, mais bon, on verra. Peut-être que cette année, il y aura un petit peu plus. Alors, ok pour peut-être les avant-postes, mais tout ce qui est 3, 4, 5. Ça se battait beaucoup quand même. La bagarre, elle est pas. Voilà, elle est un petit peu en deçà du podium. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est la bagarre est peut-être pas sur le podium, mais derrière. C'était. Il y avait quand même du spectacle. Ouais. Moi, c'est ce que je recherche à chaque fois. Ah bah oui. Mais pareil, j'avais d'autres pilotes. Tous ceux qui sont de la. Je suis un petit peu tous ceux qui sont dans le VR46 Academy. Je trouve ça cool, une école de pilotage comme ça. Et du coup, j'essaie de suivre un petit peu les pilotes qui montent justement pour après détrôner le grand. Et je trouve ça sympa. Et le coup que là maintenant, il y en avait beaucoup en Moto 3, qu'on en passe en Moto 2. Maintenant, certains en Moto GP. Je trouve ça cool. Et je les attends toujours au tournant en me disant que ils sont coachés par un des plus grands pilotes mondiaux. Donc du coup, c'est intéressant. Même si, par exemple, je pense à Boulega qui fait... Certes, les résultats, ils sont pas forcément là, mais voilà, je surveille, je regarde. D'ailleurs, qui quitte la VR46 Academy cette année, Boulega. D'accord. Ouais. Après, bon, c'est la raison d'être de VR46, c'est-à-dire de créer une filière parallèle à la filière espagnole. De toute façon, c'est tout l'intérêt de la chose. Oui, mais moi, je trouve ça cool. Moi j'aimerais bien que Lutti continue à... Non mais c'est vrai parce qu'il s'est fait bolosser en MotoGP, mais pour le coup il a bien figuré l'année dernière. Ouais. 3ème. Ouais. Il s'est pas fait une lobs quoi. C'est vrai. J'ai vu un article dans Sport Bikes le dernier. Où Alex Marquez parle de l'arrivée de Lutti, du retour de Lutti, et il disait que clairement Lutti avait un pilotage qu'il n'avait pas avant, quoi. Et que ça avait beaucoup changé son niveau, amélioré. Le fait qu'il soit monté une année en MotoGP, qu'il soit redescendu. Bah ouais, mais bon, en fait, pas gagné non plus. Hein. C'est le monde à l'envers, c'est qu'il s'est formé en MotoGP pour pouvoir être bon en Moto 2. Non mais c'est le côté suisse. Hein. Plus sérieusement, que je l'avais entendu en interview, et il était assez. C'était du temps où il était en MotoGP, hein, il était assez cool. Enfin, il a pas le melon, en même temps, il avait pas de quoi l'avoir en MotoGP, mais sa façon de s'exprimer et de s'entretenir avec le journaliste était assez sympa. Pierre, tu voulais nous citer quelques pilotes mes que t'attends en favoris, Moto 2. c'est vrai que c'est difficile d'y voir clair dans cette catégorie. Ouais. Il y a beaucoup on va dire des gens expérimentés, donc on a encore Lutti, on va avoir Chiarin,
On a des espoirs. Moi, je vois Martin Bezecchi qui sont montés l'année dernière, qui étaient très très forts en Moto 3. Ouais. Ils ont fait une bonne première saison Moto 2 et cette année ils pourraient jouer devant. Et enfin Gardner et Lowe's. C'est toujours des pilotes agréables à voir rouler. Par contre, des fois, ils s'emballent un peu et ça finit va dans coûter cher le en tas, pièces, quoi. cet équipage quand même. Hein. Mais tu vois là, il suffit d'une bonne saison, d'un déclic et ils peuvent jouer toutes les courses devant, quoi. Donc c'est toujours difficile de les mettre pas dans les favoris. Bon là, on a appris que Loves il s'était blessé, donc il va peut-être avoir un problème de préparation cette saison. Mais... Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Bezecchi ou Martin, quoi. Donc c'est vraiment deux pilotes. On le voit avec Mir par exemple, qui est arrivé assez vite en MotoGP, qui a pas stagné en Moto 2, mais qui a été champion du monde Moto 3. Et c'est pour Martin et Bezecchi, je pense que c'est des trajectoires qui doivent suivre, c'est-à-dire monter très vite en Moto 2. Ils ont fait des bonnes années de rookie, il faut vite aller devant pour monter en MotoGP, parce que bon après ça va être le chapitre suivant, mais il va y avoir certainement beaucoup de guidons qui vont se libérer l'année prochaine en MotoGP et à mon avis cette année on en a que 3 qui montent. L'année prochaine il va y en avoir un petit peu plus, quoi. Donc il va falloir être dans le bon wagon, choper les bons guidons, et pour ça faut se montrer vite, quoi. Après on verra, hein. Quelque chose à ajouter donc? Ouais, donc on rappelle la disparition du châssis KTM, du constructeur de la catégorie. Donc pour les teams, je sais pas si on change de nom, mais en tout cas officiellement, il s'appelle toujours American Racing KTM et Red Bull KTM IO, qui vont utiliser les châssis Kalex. Bon après c'est comme la MV, hein. Ouais, la MV, châssis sauteur, je crois. Donc c'est la seconde année pour Triumph dans la catégorie et des wildcards seront autorisés cette fois-ci. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On verra ce que ça va donner. Mais si Triumph peut sortir une autre Daytona, ce serait cool. Voilà. Dérivé du Moto 2, pourquoi pas. Ouais. Parce que la première a été, celle qu'ils ont sortie cette année a été vendue très très vite et voilà. On va parler un petit peu des trucs électriques. Moto E du coup. Pierre, encore tu t'y colles. Oh là ouais, là. J'ai vraiment bossé ce sujet. T'as bien bossé ta préparation de saison. Donc les rookies, j'ai pas forcément fait tout l'historique, mais on a Jordi Torres, qu'on connaît un peu. Dominique Alagarter qui nous vient du Moto 2. Sa meilleure saison était 2013-2014, il finissait 5ème. Avec une seule victoire à son tableau de chasse. Tulovic, Lucas, également du Moto 2. Alors après, j'ai Tommaso Marcon, que je connais pas trop. Alessandro Zaccone. Xavier Cardelus, qui nous vient du Moto 2. Et enfin, Alejandro Medina Mayo, qui rejoint également la catégorie. Donc il y aura une moto de plus que l'année dernière. Un pilote de plus. Oh, le changement. Voilà. Non, mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est, on en avait parlé assez rapidement. Je te laisse terminer. C'était juste pour dire donc les départs, c'est Garzo, on a déjà dit Raffine. Salvadori s'en va, on sait pas trop si on en parlera après. Ça va être compliqué. Depuis Forez arrête, donc on perd 2 Français et Giberno. Bon, de toute façon, il était sous pacemaker. Ah non, ça t'as pas le droit. Hein. Remarque, si, il est plus vieux que moi. Non, mais c'était bien qu'il soit là. Pacemaker. Non, mais c'était bien qu'il soit là pour lancer la catégorie. Lancer la catégorie, ouais, voilà. Ouais. C'est même si on savait qu'il allait pas faire 1000 et 1000 saisons, c'est bien qu'il soit des historiques viennent pour lancer une saison une nouvelle catégorie. Voilà, une nouvelle catégorie d'Angelis, ça faisait un peu. Non, c'était bien d'avoir à la fois ce mélange de jeunes et de vieux dans cette catégorie. Je trouve ça. Ouais, t'as suivi un petit peu les courses moto. Alors. J'adore les voitures électriques. Moi, j'ai une voiture électrique. J'ai une trottinette électrique. Enfin, bref. Du coup, je trouvais ça intéressant. Ça, c'est non, par contre. Non, mais si. C'est tellement pratique. C'est la province, hein, tout le monde, tout ça. Non, mais Max, c'est pratique. C'est pas pour ça que c'est bien. Ah non, mais moi, je me suis renseigné pour avoir mon petit scooter électrique, mon petit 125 et tout. Ça coûte un peu cher, mais bon, ça fonctionne très bien. J'en doute pas. Mais non, le truc qu'il y a sur ces motos, c'est qu'elles sont lourdes. Très lourdes. Ouais. Et les premières, je les ai pas toutes suivies de course, mais pour le peu que j'ai suivi, dès qu'il y avait un pilote qui tombait, ça prenait feu. Ouais. Rapport rouge. C'est ce rythme, quoi. Voilà, c'est ça. C'était dommage. Donc c'était bien quand il y avait pas de chute, quand ils arrivaient à tous tenir sur les roues, c'était cool. Et que justement qu'ils travaillent sur la batterie pour faire plus de tours et tout. Ouais. Donc je trouvais ça intéressant. Et on le dit pas, mais le fait d'avoir l'anthrax des roues un petit peu plus ouverte pour justement laisser la place de la batterie, ça doit faire un peu bizarre sur une moto de cette catégorie-là.
Ouais, sur l'empattement. Ouais, du voilà, véhicule, c'est ça, ouais. c'est ça. Je sais pas comment ça pourrait agir parce qu'on voit les Moto 3, c'est quand même assez Très restreint. agile, ouais. Voilà, c'est ça. Tu perds en agilité quand t'es long. C'est ça. Et tu, On a l'impression qu'il pilote des sports GT, effectivement, entre le poids et l'empattement. c'est ça. Bah, il faut que la Mais catégorie se c'est fasse. oui, quoi. effectivement, c'est intéressant. On l'a Ouais, déjà ouais, dit, ouais. on l'avait déjà dit à l'épisode précédent. Effectivement, c'est moi j'aime bien c'est un bon potentiel. Oui, Franchement. oui, c'est bien. Il faut juste qu'il travaille sur la batterie, d'avoir une moto un petit peu plus légère. Je pense que ça serait vraiment pas mal. Et une moto, enfin, s'il tombe, qu'il puisse relever, quoi. Parce qu'on les voit, même en MotoGP, ils arrivent difficilement à relever. Ils arrivent à relever avec un peu d'aide. Mais là, s'ils arrivent pas du tout à relever la moto, c'est juste pas gérable, quoi. Comment ils font pour relever la moto dans les virages? Faut qu'ils apprennent. Hein, Il faudra qu'ils fassent un peu de muscu. faut des bodybuilders. Après, l'avantage, c'est que s'ils arrivent à la relever, c'est qu'elle démarre, en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Elle démarre ou elle est pas arrêtée. Mais non, ouais, je trouve ça cool. C'est une belle catégorie que j'aime bien le format sprint, justement, parce que voir 45 minutes de course moto, ce serait peut-être un peu long. Ouais. Avec, mais surtout, il y a peu de pilotes, quoi. Ouais, donc, il y a peu de pilotes. En termes de bagarre, c'est... en termes de nombre de pilotes, je dis pas au nombre de motos et tout ça, mais en termes de nombre de pilotes, le fait qu'il y en ait peu, du coup ça élance les écarts et du coup il y a très peu de spectacles, donc même pour nous c'est je veux dire les termes peut-être un peu chiants à regarder. Parce que justement, le fait d'avoir des motos avec s'étire assez vite et avec un niveau qui est assez disparate. Ouais. Donc ça sera intéressant de voir quand le niveau va se resserrer. Ça va se niveler, je pense. Voilà, c'est ça. Et de voir un petit peu comment ça va se battre. Mais justement, plutôt que faire quelque chose qui soit pas très, qui soit un peu chiant en fait. Ouais. Pourquoi ils ont pas fait une course sprint pour les MotoGP? Oh non. Et pourquoi pas? Quelque chose qui intéresse les gens. Comment Superbike? Non mais c'est vrai que quand tu vas sur un meeting de MotoGP, bon tu les vois un peu tourner sur les Q1, Q2, un peu de warm-up, un peu la course, mais voilà quoi. Peut-être que tu veux plus voir Rossi, Marquez. Ouais, c'est des formats différents. Un peu le format du Mondial Superbike. Ouais, mais comme les autres catégories à faire rouler sur les circuits aussi. Non, mais tu vois, ils veulent faire rouler absolument pour être dans l'air du temps de la Moto E, mais finalement ça prend pas vraiment. T'as des courses pas disputées. Non. Non, C'est que la première année. On est sur l'année test de la Moto E, donc ça va se roder au fur et à mesure. Ça, franchement, là-dessus, moi, je pense vraiment que ça va se roder. C'est une nouvelle catégorie à rentrer dans un planning et tout ça. C'est déjà un compliqué. bel effort. Enfin, je trouve, Non, c'est clair. il faut quand même avoir une sacrée volonté politique avec un grand P pour se dire tiens, on va faire un championnat de moto. Et moto surtout électrique sur, maintenir le championnat malgré que toutes les motos aient pris feu. C'est clair. Enfin, Ouais, c'est quand même fou c'était fou cet épisode, effectivement. l'effort qui a été déployé pour garder quand même enfin, ils ont modifié le calendrier, c'est important de refabriquer les motos. Voilà, c'est ça. Mais le fait de garder quand même l'énergie pour garder cette catégorie, enfin, je trouve ça vraiment cool, quoi. Après, je pense que le bilan, il sera à faire dans 2-3 ans. Ouais, je pense aussi. Je pense que, effectivement, on en avait parlé déjà à l'épisode précédent. Il faut vite qu'il y ait un nouveau constructeur de manière à ce qu'il y ait de la compétitivité c'est ce que j'allais en dans venir. la catégorie. J'allais en venir. Et on verra. Parce qu'un seul constructeur, ça, du coup, il y a tout le monde qui a la même moto. C'est pas simple. Au niveau des réglages et tout, c'est compliqué. Pierre ? Ouais, non, par rapport à la Moto E, ce qu'il faudra voir également, c'est que ils ont fait sur le même calendrier que le MotoGP, sur les mêmes rounds. Ils avaient viré le sidecar, on s'en souvient. Oui. Mais par exemple, la Formule 1 n'a pas fait ce choix-là. Ils ont fait la Formule 1 différente. Donc, bon, la Formule 1, au final, ça leur payant, ça marche, mais parce qu'il faut ça à l'intérieur des villes. Mais c'était pas un pari gagné d'avance de faire ça sur des circuits différents. C'est déconnecté du meeting de la Formule 1. Alors que là, même si par défaut tu dis j'aime pas l'électrique, tu te pointes sur le circuit parce que tu vas voir ton Grand Prix d'Allemagne ou d'Aragon et tu tapes la Moto E et potentiellement tu peux apprécier ça. Steph, tu voulais préciser quelque chose? J'avais une suggestion pour couper court au problème de masse embarqué. C'est comme dans les autos tamponantes. En fait, tu mets un plafond électrique et puis une grande perche. Ça va, toi t'as pas le goût des infrastructures imposables. Ah non mais attends, on peut commencer par le Qatar. Ils ont du pognon pour éclairer un genre de bus tramway. Parce que ma première idée c'était d'électrifier la piste comme dans les Skystrip. Bien sûr, aller à la chute d'un moment. Bon bah après ça obligeait une trajectoire unique. Le mec qui fait un high side. Ouais, c'est clair. Au-delà de ça, il pourrait profiter, parce qu'on a parlé de la Formule E juste à l'instant, il pourrait profiter des possibilités offertes
par le moteur électrique, c'est-à-dire mettre des passages avec des espèces de speed-up comme dans Mario Kart, des trucs comme ça, je sais pas. Des bananes. C'est ce qu'ils font, mais c'est ce qu'ils font en Formule 1. Enfin, on voit il y a des voies spéciales pour pouvoir reprendre un petit peu de puissance sur un temps donné. Ouais, par induction. Ça, un peu. Ils ont qu'à faire un meeting Formule E et Moto E. Ça serait pas con. Parce que, Non, parce en qu'il fait, faudrait voir des caisseux. Alors là, Non, des caisseux. mais enfin, fait l'intérêt des de la dégagements Formule en I, moto, c'est que ça se fait dans les circuits urbains en général, et c'est intéressant. Enfin, je roulerais pas en moto à fond de balle à Opéra de Paris entre. Ça, c'est un autre problème. Ouais, mais moi, Sur des pavés mouillés. Sur des pavés. je verrais plus ça en supermote à la limite. À la limite, ouais. Il y a juste 2 petites innovations quand même cette saison. Il va y avoir donc une autonomie augmentée d'un tour. Il va y avoir des courses un petit peu plus longues et un nouveau pneu arrière développé par Michelin. Donc bon, ça, on va dire, c'est des petites nouveautés. On va voir ce que ça va apporter. On va rentrer évidemment dans le vif du sujet de l'épisode quand même. Après quand même une grosse introduction. Ouais, bon, il faut parler des catégories Comme inférieures. je dirais On Rocco. parler de tout. Tout le monde me regarde. Ouais, bravo. c'est comme éviter de parler des camions au Dakar, quoi. Tout le monde leur reproche à chaque fois. Bah là, on parle des catégories inférieures. On va parler évidemment De de MotoGP. Et là Pierre, ou le MotoGP. commence Est-ce pas qu'on avec ce parle de débat. ça? Le Game Boy ou la Game Boy? Donc, pour citer les rookies, on les connaît tous. Brad Miller, chez Red Bull KTM Factory, donc il est sud-africain, il est vice-champion du monde Moto 2 2019. Vraiment pas grand-chose. Champion du monde Moto 3 2016, très attendu. Clairement, il vise le titre de Rookie of the Year. Il portera le numéro 33 et le numéro 44 habituel. Celui-ci est pris par un certain Paul Espargaro. Il devra aussi faire mieux que Miguel Oliveira, hein, à qui il a chippé la place en team officiel. Suite au départ de Zarco. C'est ça. On a également Iker Lecuona qui sera chez Tech 3 KTM, également, enfin lui espagnol, utilisé un peu en route de secours, désolé du terme, pour combler le trou laissé par le départ de Zarco de chez KTM. Il s'est plutôt bien débrouillé à Valence, même s'il n'a pas terminé la course. Donc il est débarqué en 2016 à 16 ans directement en Moto 2. Il fera ses meilleures saisons 2018-2019 sur le châssis KTM et finira 12e les 2 années avec 2 podiums en Moto 2 à son palmarès. Enfin, on a Alex Marquez chez Honda Repsol, espagnol, frère de, mais aussi champion du monde Moto 2 2019 avec 5 victoires, 10 podiums et champion du monde Moto 3 2014. Il a pris le temps en Moto 2 où il lui a fallu 5 saisons pour être titré, contre 3 saisons seulement en Moto 3. Clairement, il a la meilleure moto parmi tous les rookies. Ah ouais, Je Non, pense, oui. c'est la moto championne du monde. Hein. C'est ça. Tu peux pas faire mieux. Donc son duo avec son frère chez Honda Repsol risque d'être intéressant. Et bon, après on a un potentiel rookie, mais c'est pas tu peux en sûr. parler, ouais. Donc Bon, en fait, on verra. bon, suivant la sanction de Yannone, soit c'est Bradley Smith qui le remplace, soit c'est Lorenzo Salvadori qui a fait les essais avec Aprilia. Donc dans ce cas-là, Salvadori a fait un peu de 125. Il a fait beaucoup de super stock 1000, super bike. Voilà. Il a fait l'année dernière, il était en Moto E sans réussite. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, pas grand-chose. L'année dernière, il a fait du CIV en championnat italien où il s'est battu un peu avec Michele Piro. Ouais. Il a eu des victoires et vice-champion CIV. Voilà. Donc les autres départs, Afficiari Moto 2, peut-être Yannone pour son cas de dopage. Lorenzo, sa retraite. Abraham, retraite forcée faute de siège. Ouais. On connaît les méthodes de nos d'argent. amis d'Avintia. Pas trop faute d'argent en fait, c'est ça le truc. Je crois qu'il paye son guidon quand même. Il le payait, il était à jour de ses chèques apparemment. Il était à jour des cotisations du coup. Ouais, mais bon, Didi Ah bah oui. s'est dit on va un deuxième team satellite, un team privé, ça ne suffit pas. Qui veut commencer sur ses attentes? Stéphane, est-ce que tu veux démarrer? Allez. Première attente, Marc Marquez. Ouais. Alors apparemment Marc Marquez au départ il s'était fait opérer de l'épaule, il avait dit oui je suis pas 100%, et maintenant son problème il dit que peut-être que la moto, il est plus soucieux pour la moto que pour l'épaule. Voilà, un peu de com. Je sais pas. Faut pas surestimer la com de Marquez, je pense que. On verra en course de toute façon. Ouais, on verra. Ouais. On verra Bah, après, au c'est une nouvelle Qatar. moto, donc il faut ça voir ce qu'il va faire. Et même l'opération d'épaule, même s'ils sont très très bien suivis et qu'ils peuvent très vite s'en remettre, c'est compliqué. L'épaule, enfin, c'est. Après est-ce que la moto est bonne, parce qu'en fait on a vu la moto avec beaucoup d'ailerons avant. Alors
est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'ailerons avant, ça veut dire que la moto, il essaie de grappiller des centièmes ou est-ce qu'il essaie de compenser certaines choses? C'est pour la stabilisation, les ailerons, a priori. Ouais, mais Pas trop la moto, mal. elle était bonne l'année dernière. Là, il n'y avait pas d'ailerons. Donc là, est-ce que... Bon, après, je pense que tu l'as dit. Enfin, pour le moment, le principal problème, je pense que il y a beaucoup de com pour détourner l'intention sur la moto, mais la majeure partie du problème, ça reste ses pépins physiques. De toute façon, après Clairement. la moto, c'est mental. Hein. Là-dessus, c'est Exactement. c'est Quand tu clairement vois la mental. moto, Crutchlow, il fait des bons essais à ses pans quand même. Il est pas loin. Si t'es pas bien déjà dans ta tête, c'est sûr que, enfin, c'est bête, mais juste un désagrément comme ça, c'est sûr que ça se ressent sur la piste, quoi. Zarco, Lorenzo, Clairement. 2019. Ouais. quoi. Alors peut-être qu'il faut qu'il aille moins chercher la limite cette année. Bah, de toute façon, je pense qu'il aura pas vraiment le choix dans le sens où autant l'année dernière, son opération, elle avait été faite plus tôt dans la saison. Là, c'est un petit peu plus tard. Et en plus, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué pour la remise en forme. Et puis il y en a qui arrivent cette saison qui ont les dents vachement longues, hein, entre Quarta, Vinales. C'est clair. Il a quand même beaucoup plus de pression des autres que peut-être l'année dernière, je sais pas. Après, mais... il pourra pas refaire la même. C'est parce qu'on disait l'année dernière au même moment, peut-être qu'on n'imaginait pas qu'il survolerait autant la saison. Exactement. Ce que j'allais dire, il pourra pas faire la même saison que l'année Mais c'est clair. que l'année dernière, quoi. L'année dernière, enfin, premier, deuxième. Qui va gêner. Je suis tombé, désolé. Premier, deuxième. Enfin, ça va être. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu sa limite, en fait. Parce que l'année dernière, on avait l'impression qu'il tapait l'épaule quand il voulait. Et puis qu'il partait qu'il doublait quand il voulait. Donc, à part se faire fumer au dernier virage, comme ce fut le cas, mais ça arrive au meilleur. ça donnait l'impression, mais c'est peut-être pas le cas, qu'il avait encore de la marge, ce petit con. Donc, je me demande si même avec une épaule dans le sac, alors évidemment, il va peut-être falloir qu'il fasse gaffe à pas se taper des high side ou des trucs un peu improbables, comme les chutes qu'il a fait cette saison, en Thaïlande, pas la saison passée. En Thaïlande notamment, ouais, il s'est fait des boîtes dont il n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est les fois où il perd l'avant, c'est-à-dire quand il rattrape pas, il tombe penché. Mais là, s'il se tape des high side comme le fit son frangin à une époque, je lui souhaite pas, hein, parce que pareil, je sais pas mon préféré, mais j'ai pas envie qu'il se fasse mal, mais en fait, toujours est-il que je suis pas très optimiste sur le suspense de la saison qui va venir, sauf si Quarta lui cherche des noises. Quarta ou son frère, hein. Ouais, ou son frère, oui. Parce que maintenant qu'ils sont tous les deux dans la même catégorie, ça peut être intéressant de voir comment ils vont travailler ensemble. J'ai beaucoup de respect pour Alex Marquez, malgré tout ce que j'ai pu en dire. La Honda, c'est une moto compliquée. Surtout quand tu montes trop, on a vu, tout le monde s'est cassé les dents dessus. Je pense qu'il faut plus d'1 an pour l'apprivoiser. Je pense pas qu'Alex Marquez soit dangereux cette saison pour son frère. Même si Marquez, disons, fait une saison en demi-teinte parce qu'il est blessé. Ouais, après on verra. Je pense que la course au Qatar sera vraiment... On saura si Marquez est prêt pour sa saison ou pas. S'il remet, soit il gagne, soit il est à la lutte pour la victoire. Oui, ça sera décisif. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on peut avoir un Marquez, entre guillemets, un petit peu en retrait sur le début de la partie outre-mer, peut-être un tout petit peu le début de l'Europe, mais il a déjà été champion du monde en démarrant sa saison, on va dire, sur la deuxième partie. Il y a 2 ans, notamment. Hein, c'est ça. Il avait fait le dos rond, faire le dos rond, c'est quand même dans un top 5 facile. Il peut se permettre de laisser la première partie de saison à d'autres qui sont nombreux, et à engranger sur la deuxième partie de saison et revenir et titrer aussi. Ce serait une belle preuve de maturité du Marquez, lui qui... Il l'a déjà fait. Oui, il l'a déjà fait. Moi, ça m'étonnerait pas. Faut faire attention aussi à ceux qui performent derrière. C'est ça. Qui performent sur la durée, quoi. Donc, tu penses à qui justement? On va embrayer sur tes choix. Non, mais c'est notamment, je pense à notre Français Quartararo, qui a fait de très très beaux essais à Sepang. C'est sûr que si on l'a même vu à Sepang, où il s'est fait un petit peu, on va dire, embêter. Ça sera à voir sur la saison. S'il arrive à faire, si Quarta arrive à bien gérer sa saison et à bien la lisser, notamment si Marquez fait un mauvais début de saison, je pense qu'en fin de saison ça pourrait être très très intéressant au niveau des points et voir ce que ça pourrait donner. Mais comme on disait la dernière fois aussi, il faut faire attention à la YAM, c'est-à-dire que souvent les privés sont meilleurs que les pilotes d'usine parce qu'ils ont une moto qui a 1 an de retard, mais finalement qui est mieux développée que la moto de l'année. Donc
Il y a un petit peu un déphasage de performance entre les motos qui peut venir. Parce que Quartararo, la moto de l'année d'avant, était meilleure que les pilotes d'usine en 2019. Les Zarco, on se souvient aussi, ils sont en année de rookie. Sur Tech 3. Ah oui, c'était Tech 3. C'était fou. Et Il battait Rossi à la régulière. Et c'est Oui, Vinales. après Quartas signe le meilleur temps des tests de Sepang, donc mais, Avec la 2020. avec la 2020. Ouais, mais bon, c'est pas les autres. Enfin, Non, c'est pas les autres. C'est pas Mais les autres. justement, alors sur Quartararo, on va faire le tour directement en commençant par Pierre. Qu'est-ce que t'attends de Quartararo en 2020? J'ai juste une petite parenthèse. Ouais. Sur Vinales, il disait dans une interview que justement, il comprenait pas pourquoi Zarco, pendant 2 ans, était un des meilleurs pilotes Yamaha, puis Quartararo, alors qu'ils avaient une moto de l'année précédente, pardon. Et en fait, il s'est dit, mais en fait, la seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont une moto et ils doivent faire avec. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'évolution, ils n'ont pas testé 3 châssis durant le week-end. Ouais. Donc, l'année dernière, 2019, en deuxième partie de saison, il s'est dit, bon, on arrête de toucher à la moto, on part sur la même base, tous les grands prix. Et c'est là où il s'est remis à être devant. Donc ça, c'était la première chose. Et Peut-être pas si bête alors. moi, Quartararo, je le vois en lice. Pas bon. Ça serait extraordinaire s'il est champion. Mais disons qu'il est en lice pour le top 3. Seulement, dans le top 3 cette année, il y a quand même un sacré nombre de pilotes. Donc il y a toujours Marquez de Vizioso. Après, je mets Rins, Quartararo et Vinales. Voilà. Donc ils sont 5 pour un top 3. Ça va être ça. Sur le top 5 alors, vous êtes tous raccords sur le top 5? En gros, Rossi, bordel, merde. Oh, alors Steph, vas-y, Que ces Rossi. conneries là. Ouais. Non, mais c'est un wishful thinking, comme on dit. Mais c'est juste parce que c'est le cœur qui parle. Oui. Non, mais laisse parler ton cœur. Non, mais alors voilà, justement, top 5, comme je suis quand même réaliste, je mettrais plutôt vers les 5 que vers les 1. Hein. Oui. Après, Quarta, Marquez, Dovi, j'aurais la même recette que Pierre. Après, l'ordre, on ne sait pas. Ça va être compliqué. Après, je pense qu'il faut aussi attendre au tournant Carl Crutchlow, hein, parce qu'il a annoncé que ça allait être peut-être sa j'allais dernière dire, saison. Dans le bagarre gravi au tournant. Crutchlow et Miller, en fait, comme Ouais, voilà, ça, Crutchlow et c'est Miller. aussi 2 potes et que c'est des 2 personnages qui conduisent un peu comme des foufous, Alors, ils sont intéressants. Peut-être pas sur le championnat sur le titre, en tout cas. Mais sur des courses. Mais sur des périodes qui pourront, enfin des moments clés qui pourront justement faire tourner peut-être un pilote ou peut-être perdre le championnat ou des tournants décisifs en fait. Un peu comme au Tour de France quand t'as des gens qui se montrent pour faire chier certains leaders en fait. C'est ça. Le problème c'est qu'ils sont tellement inconstants qu'ils chutent quasiment à toutes les courses. Enfin, Miller moins. Miller moins. Mais faut qu'il progresse encore. Bah, Rossi, ça va être compliqué dans le sens où. Parce qu'il va se dire déjà, il est plus dans l'esprit, je suis plus dans mon. Enfin, je suis dans mon team, l'année prochaine je suis plus là, donc est-ce qu'il va. Non, mais après ça, il a assez bien clarifié les choses en disant de toute façon, l'année prochaine, qu'il soit chez Yamaha Monster ou chez SRT, enfin au Sepang Racing Team, ça sera pareil puisqu'il aura le même soutien usine. Tout ce qui changera, c'est les autocollants sur la moto. Donc partant de là, je pense que il a les idées. Non, ils ont dit qu'il aurait le même soutien, donc son équipe elle la suivra. Qu'il soit qui continue ou pas, il aura la même équipe avec lui. Enfin, s'il continue, il aura la même équipe. Et le même développement. Mais en fait, il aura pas les développements, mais Rossi, je pense que c'est là Yamaha a fait une bascule importante en prenant la décision de ne peut-être plus suivre pour les développements futurs Valentino Rossi. Et après, voilà, il a l'âge qu'il a, il a quand même 41 ans, il est 7ème au championnat du monde, je crois, l'année dernière. Il a encore fait des podiums, donc il a toute sa place. Mais si on pense, si on réfléchit aussi en termes de marketing. Oui. Voilà. Après, c'est une autre chose. C'est autre chose, mais du coup, je pense que Yamaha va pas le laisser partir comme ça. Bah après, Yamaha, Espelata non plus. Enfin, il y a quand même des gros intérêts derrière le fait que Rossi soit sur la piste ou pas, quoi. Parce qu'après Yamaha, il faut qu'ils défendent leur siège social que les privés sont devant les mecs de l'usine. Mais non, oui, aussi après. Il y a une solution. Hein. On peut garder. C'est pas le seul usine. On peut garder Rossi en 2021 en Moto E. Hein. Non. Ça fera toujours venir les fans. Hein. Alors, ça fera venir les fans, mais ça fera plus venir les fans qui soutiennent la marque Yamaha. Ouais. Ouais, c'était un petit troll. Ouais, c'était carrément un putain de troll. Mais pour revenir à ce que tu disais, Quartararo, tout à l'heure, Olivier, pression ou pas, justement pour moi, pour cette signature hyper tôt, oui, c'est qu'il a plus aucune pression. Il sait que l'année prochaine, quoi que ce soit ses résultats 2020, il sera chez Yamaha Factory. Il va avoir une année où il va performer de ouf sans pression.
justement, en fait, pour rebondir sur ça et Suzuki, qui ont dit qu'ils voulaient reconduire leur pilote en 2021. Alors, toujours on se dit, est-ce que c'est trop tôt ou pas? Parce que ça veut dire que s'il est signé un an plus tôt, les mecs, pendant un an, ils se disent, bon, ben, je peux faire ce que je veux, je serai toujours là l'année d'après. Ça, c'est la Vignales. Ou est-ce qu'en fait se dire, j'ai pas encore mon guidon signé, il faut que vraiment que je me décarcasse pour montrer à tout le monde qu'il faut que sur toutes les courses je performe, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais c'est là où la com entre des fois c'est compliqué de décider trop tôt. Entre un team manager et ses pilotes, elle est hyper importante. C'est-à-dire que si effectivement tu mets ton pilote au pied du mur et que tu lui dis, mec, il va falloir que tu te sortes les deux du cul, c'est là que les merdes vont arriver. Ça, c'est couru. Bah, ouais, mais quand t'es en place, Petrucci, ça a fait l'inverse, hein. Petrucci, mais il s'est sorti les doigts du cul, puis après. Bah, oui. Mais une fois qu'il les a sortis, il les a plus remis, quoi. Ouais. Ils sont mauvais, surtout. ça, c'est la corollaire. Non, mais une fois qu'il a prolongé, alors il y a peut-être d'autres facteurs, mais il était moins performant. Ouais. Bah, après, bon, on va parler du coup de Ducati, puisque bon, on a quand même Dovizioso qui est toujours là. Pour l'année prochaine, il y a eu encore aucune confirmation pour aucun pilote, avec en plus un Zarco qui rentre en tant que 5e pilote, on va dire. Donc très très loin. Comment est-ce que vous voyez la saison chez les Rouges? Enfin, chez les Rouges et les Bleus et Blancs. Ouais. C'est peut-être le team où hein. c'est le plus compliqué d'y voir clair, parce que on sait que Ducati aujourd'hui cherche absolument un titre de championnat du monde. Ouais. Dovi pense à la retraite, je sais pas s'il partira à la fin de cette année ou un peu plus tard. Petrucci, il est sous pression et je l'aime beaucoup, hein, je l'adore, mais c'est peut-être, je pense pas que c'est un pilote qui ramènera un championnat du monde. Il y a Miller qui pousse à la porte, mais il est un peu inconstant. Il y a Zarco, double champion du monde, mais clairement la Ducati a pas l'air faite pour son pilotage de base. Clairement la marque c'est pas Weva là. Il y a plus de vision, il y a plus de vision. C'est un peu c'est étonnant de ta part quand même. Ouais, non, mais non, la moto, elle est toujours devant quand même. Hein. Enfin, elle est dans les avant-postes. Non, mais dans le sens. Ils ont perdu beaucoup. Oui. Vitesse de pointe, ils sont plus là hein, par rapport à Honda. Alors, ah oui, par rapport à Honda, mais ils sont quand même encore devant les autres. Non, mais bon, faut battre Honda. Je parle pas de la moto. Je pense que la moto, elle est bonne, même si elle a ses défauts. Vraiment, des pilotes, ils ont pas de visibilité après 2020. Ils savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Même pour les pilotes et pour le team, c'est pas clair. Et ça peut poser problème. Je pense que la première chose qui est importante, c'est savoir si Dovi prolonge ou pas. Après le reste, s'il y a 2 places ou une place, ça change tout dans le team. Ouais. Mais justement, ça a poussé les pilotes aussi à donner le meilleur. À pas se dire, je suis là, je suis en place, j'ai mon contrat signé pour 2 ans. Est-ce que aucun pilote se dit ça? Ouais, 3 fois vice-champion, tu peux pas dire qu'il se donne pas, mec. Aucun, mais même pas vice-champion. Enfin, t'es en MotoGP, à moins d'être un Benoît Paire au niveau de la moto, t'es là pour gagner, point barre. Ouais, mais ça veut dire t'as quand même des jokers. Oui. Mais quand t'es engagé dans une compétition de ce type-là, le seul truc que tu cherches, c'est gagner, quoi. Ouais, c'est clair. Ou si c'est pas gagner, c'est être le plus proche possible dans les avant-postes, quoi. Tant pis si je suis des résultats blancs, de toute façon, j'ai quand même des jokers, tu vois, je peux griller des cartouches. Que quand tu sais pas ce qu'il y a l'année d'après, les cartouches là, tu peux pas tous les griller. Ouais, mais du coup, ça t'obligerait à gérer et à forcément pas mettre toutes tes chances de ton côté et du coup, peut-être gérer et donc faire un top 10 alors que t'aurais pu faire un top 5 en risquant la chute. De toute façon, tous les pilotes MotoGP, quoi qu'il arrive, après, ils pourront réfléchir à une reconversion, mais qui reste dans la moto, que ce soit dans des championnats différents ou quoi qu'il arrive, ils vont pas se retrouver sans rien derrière parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient aptes à piloter une moto, assez importante, quoi. Donc, les MotoGP, les extraterrestres. Ouais, voilà, c'est ça, il faut y aller, quoi. C'est des prototypes, hein. Donc, déjà en jeu, c'est pas évident. Quand tu vois un Petrucci d'où il vient, là où il est arrivé déjà, ça prouve déjà une qualité de l'homme et une qualité du pilote qui est hors du commun, parce que quand on l'a vu arriver sur les CRT il y a quelques années, le mec, tu le vois venir de nulle part, et il a quand même réussi à arriver déjà en officiel Ducati et à gagner une course. Enfin, c'est une trajectoire de pilote qui est parce que tenir la moto et surtout rester sur ses roues, même s'il y a tout ce qu'il faut pour essayer de rester dessus, c'est compliqué, hein. C'est un exercice assez physique, hein. Tu veux commencer, non, mais je valide et je fais plus 9000 sur ce qu'a dit Pierre. La Ducati, c'est une super moto, mais en fait on l'a vu aux avant-postes avec plein de gens différents cette année. Ouais. Donc en fait la moto est bonne, mais il n'y a pas cette visibilité, pour reprendre ce que tu disais, de qui pour aller faire chez Marquez. Alors évidemment Dovi
plus que les autres parce qu'en plus il a à son tableau de chasse d'avoir fait la nique à Marquez une paire de fois, donc il y a à la fois le métier et puis la qualité de pilotage. Petrucci aura peut-être à cœur de se racheter de sa fin de saison calamiteuse. Mais alors après pour les autres, Miller et Crutchlow, enfin Crutchlow, si sur Honda, mais Miller, le pote à Crutchlow, il a tendance à tomber même moins que Crutchlow, mais encore trop. Donc c'est vrai que le gros point d'interrogation n'est pas tant sur la moto que sur qui pour le faire. C'est ça la question, c'est quel pilote aurait son pilotage qui serait adapté pour ce type de moto. C'est surtout ça, quoi. Pour la faire gagner surtout. Et la Pour être constance champion du monde avec. Parce qu'après chez Ducat, la star c'est pas le pilote, c'est la moto. Et je pense qu'il manque de pilote. Enfin, d'un pilote un peu. C'est Honda qui fait Chez ça. Honda aussi. Non mais je pense qu'il manque d'un pilote un peu fédérateur qui incarne quelque chose, qui soit un peu comme un Rossi. Tu parles quoi. d'un Australien. Non mais pour revenir, il y a une stat que j'ai vu passer aujourd'hui. Donc Ducati est revenu en 2003 en MotoGP. En 17 ans, il y a que 4 pilotes qui ont fait plus de 2 ans chez Ducati Factory. Bah, t'as eu Hayden, Ouais, Dovi. ouais. Vas-y, aide-moi pour les autres. Tapir aussi. Ah ouais, au début, ouais. Et Stoner. Ouais. Et un titre de champion du monde. Donc ça prouve bien que Ducati cherche toujours son affiche, sa tête d'affiche. Ouais. Et pour continuer sur Stoner, je suis pas nostalgique à ce point-là, mais de mémoire, c'est avec Rossi le seul qui a gagné sur 2 marques le championnat du monde, hein, qui serait contemporain, on va dire, de nous, de l'ère moderne du MotoGP. Ouais. Donc ça laisse d'autant plus de l'amertume qu'il soit barré pour aller faire de la pêche et pouponner, mais bon. bah ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux. Mais ça rend son presque, choix, hein. ça le rend presque plus mythique du genre ouais j'en ai marre, vous êtes tous des cons, je me casse. Voilà, c'est genre je m'en vais comme un prince. Après, Marquez pourrait gagner le championnat du monde avec une Yamaha, une Ducati. C'est un peu la question que je me pose, Donc, c'est tu fous Marquez, vu qu'il pilote un petit peu comme un chiot labrador, il est tout fou, hein, même avec plein d'années de MotoGP au compteur, il est encore tout fou. Donc tu le mets sur une brêle qu'il connaît pas, à mon avis, il va faire des travers de porc partout, il va tous les fumer. Ou du moins, il va faire en sorte. Oui, au moins, enfin, en tout cas, il va pas se dire attends une année pour s'adapter, je sais pas. Une année pour les niquer, une année pour les pourrir. Et une troisième pour les fumer. Ouais, voilà, c'est ça. Olivier, tu voulais nous parler un petit peu, évidemment, du deuxième français, De Zarco. du plus ancien en Du MotoGP. plus ancien Johan Zarco. MotoGP, Zarco, double champion du monde Moto 2, rappelons-le, on le répète à chaque fois, mais rappelons-le encore. Parce que ça mange pas de pain. J'espère surtout qu'il va se faire plaisir. Ouais, parce que vu que la saison sur Katoche était compliquée, je lui souhaite vraiment de s'amuser sur la bécane et de prendre du plaisir. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il va réussir à performer. Zarco, vous attendez quoi, les amis? Qui retrouve le sourire. Ouais, un peu la même idée, ouais. Ouais, on voit pas parce qu'il n'y a pas d'image, mais tout le monde a hoché la tête. Ouais. Non, oui, c'est qu'il soit dans le top 10, ça serait vraiment bien pour lui et pour son moral, ça serait vraiment important parce que encore une nouvelle moto, un nouveau team, ça fait encore beaucoup de choses à apprendre. Donc il a fait 4 saisons MotoGP. C'est sa troisième. Ça, Il a quatrième, terminé sa je pense. troisième en 2019. Ouais. Voilà. Là, il attaque sa quatrième. Quatrième, trois écuries différentes, enfin 3 motos différentes. Ça fait beaucoup. Mais là, il a sauvé les meubles en restant dans le paddock parce que quand tu t'en vas, c'est quasi sûr que tu reviens pas. Ouais. Ah ouais, non mais c'est cet épisode là de l'année dernière, je pars en milieu de saison, ça a été, ça a chamboulé tout le. On l'a fait partir. Tout le monde est d'accord pour dire que l'objectif c'est un top 10? Alors moi, je trouve ça un peu. C'est ce qu'il a dit et il a déclaré suite aux essais, mais ça me fait penser toujours le même truc avec Guirou qui dit qu'il joue le maintien alors qu'il est premier. Là, ça va être compliqué d'annoncer un. Moi, je pense qu'il va se bagarrer KTM comme la. Non, Ouais. mais. Moi, je vois plutôt 15e. Moi, je pense pas. J'ai l'impression qu'il va faire. Quand je dis top 10, pas au championnat, mais Oui. sur certaines courses, je pense qu'il pourra pointer son nez, peut-être top 5. S'il pleut. Ah, mais en fait, imagine Top 5. qu'il. Il a la qualité de pilotage. Ouais, mais. Mais c'est une moto qu'il connaît pas. Oui,
avec une non, mais nouvelle il team. est pas. C'est wishful thinking encore, mais. Non, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est une moto qui, en 2019, avec 3 pilotes différents, a fait 3 victoires et 17 podiums. On peut Donc, pas exclure qu'ils trouvent bon. le mode d'emploi sous la selle. J'ai- Dans la lunchbox, Il y a là. une putain de salade box. Hein. Je vais faire une attaque sous la ceinture, mais il suffit que devant Dovi, Marquez et Vinales se plantent et il peut faire un top 5. Hein. Eh, Bah, on va pas refaire une Lorenzo. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais s'il y a un court plus, il pourra plus y avoir trop de strikes arbitraires. Non, mais ça fait quelques années qu'il n'en a pas fait. En tout cas, ce qui était plaisant à voir à Sepang, c'est qu'effectivement, il y avait bien des ingénieurs Ducati dans le box à Vintia Oui. pour le débriefer, dont Gigi, et qui sur les 3 jours d'essai, il a mis l'anique à son coéquipier. Il a gagné quasiment une seconde Ouais. au tour entre le début et la fin des Et tests. il a mis Rabat bien derrière lui, et je pense que c'est ce qui lui a fait défaut tout de suite sur la KTM, c'est qu'il pensait vraiment être supérieur à Paul, et que ça l'a démoralisé tout de suite de pas l'être. Ouais, il y a de ça. Après, au niveau des essais, quand on regarde les résultats finaux, c'est serré quand même. Hein, Oui. donc, Ouais. Dans la seconde, dans la même seconde, Ouais, c'est ça. c'est les C'est plus ça. serrés de l'histoire du MotoGP. donc c'est ce que- c'est quand même pas mal. Hein. Mhm. Donc, il a sa carte à jouer, mais oui, je pense que top 10, ça sera déjà pas mal. Et peut-être dans certaines courses où il pourra peut-être pointer le bout de son nez. Ouais. Mais c'est une nouvelle moto, nouvelle écurie. Pour son ego, il faudrait quand même qu'il finisse dans le KTM. Non, mais je rigole pas en Ouais, disant non, ça. mais- Non, mais c'est une très bonne remarque parce que de toute façon, c'est là-dessus où je voulais rebondir, c'est que le gros problème de là où il va jouer, c'est-à-dire entre 10 et 15, c'est que t'as qu'un point entre la 14e place et la 13e, donc tout se joue à un point. Donc ça va être très compliqué de faire Je la pense qu'il jouera différence. pas les points au championnat et il se dira, moi, je vais être devant lui ou devant lui. Parce qu'il Ouais, sait qu'avec sa mais- moto, il pourra jamais Mais au bout gagner du compte, la course. ça se rejoint. C'est-à-dire que s'il fait top 10 régule, c'est-à-dire même 10e, ça peut amener une place au championnat qui est pas dégueu. Qui peut être intéressante. Mais attention au KTM. Passer de hein. 3ème, est-ce que tu crois vraiment qu'ils jouent leur place au championnat, les mecs? Mais bon, c'était pas premier, ok. Enfin, Non, je pense pas, mais. Quand même être positionné dans le championnat, ça te permet quand même de voir après pour l'année prochaine, ça, Ouais. c'est clair. Ouais, c'est comme en foot, hein, tu sais que Faut quand on marquer est vite trois des points, de derniers, toute façon. c'est ça. C'est C'est ça. c'est clair. Mais attention, la KTM aussi aux essais, ils ont fait de très très beaux résultats. Hein, donc ouais, ça va être ça va être compliqué aussi que l'écurie, Mhm. je parle de l'écurie entière, finisse devant KTM, qui est une écurie officielle, tout le temps. Voilà. Donc il faudra voir sur la durée. Et aussi avec les pilotes, notamment avec les nouveaux de chez KTM, justement Ouais. de la place qu'il a laissée, qui connaissent pas la moto, qui vont aussi s'adapter. Donc, Justement, KTM, qui veut en parler rapidement. ah ouais. T'as quoi comme attente Ah, KTM? moi c'est le Brad Binder. Ouais. C'est pour moi on a vu sa saison Moto 3, sa saison Moto 2, même si moi je me rappelle des courses en Moto 3 qui partaient très 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 loin, notamment c'était une course c'était à Aragon, je crois. Oui. Ouais, voilà, c'est ça, qui partait très 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 loin et qui finit premier, mais wow, très 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 loin devant, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec cette moto. Il connaît l'écurie KTM, il a toujours été là-dedans, donc je pense que ça, en termes de développement, ça pourra être intéressant de voir jusqu'où il va aller et pourquoi même faire des meilleurs résultats que l'écurie n'a jamais pu faire, quoi. Donc ça peut être intéressant. Puis on a vu qu'il avait le mental pour, parce qu'en Moto 2, cette année, il fait une première partie de saison horrible parce qu'il a un châssis pourri. Ouais. Il s'accroche, et au final, il finit... pour moi, il finit limite champion du monde, mais il aurait dû l'être, mais bon, après c'est mon avis personnel. Il lui manque vraiment 5 points, je crois, derrière Marquez. Ouais, je crois même que c'est 3 points, non? 3 points, ouais. Ouais, c'est 3 points. hein. C'est pas beaucoup, ouais. Et puis même avec le développement de Pedrosa, Pedrosa, je pense que il est pas trop mal en fait là-dedans. C'était un bon pari. Et le développement de la moto avec justement ces nouveaux pilotes, ça pourra peut-être bien jouer dans le championnat. Je pense pas forcément au titre de champion du monde, Ouais. du titre de Un petit step en constructeur. avant, justement. Mais voilà, avoir de meilleures performances. Être En plus tout cas. régulier devant. Voilà, c'est ça. On n'a pas beaucoup parlé de Rossi. Voilà. Olivier? Ouais, ce qu'on se dit avec Steph depuis déjà plusieurs émissions, mais Rossi c'est un peu le Federer du MotoGP. J'aimerais bien le voir gagner une ou deux courses, alors je l'imagine difficilement dans le top 5 cette année en fin du championnat. Parce qu'il y a quand même de la grosse compète en face, mais puis il y a une course de plus.
Donc le papy, il va falloir tenir. Et on l'a vu en difficulté à la fin de cette saison 2019, donc voilà. Mais ouais, s'il pouvait gagner une ou deux courses, voire plus, ce serait bien. Miraculeux. Ouais. Miraculeux. Ouais, ça serait vraiment bien de le revoir au moins une fois dans les avant-postes, je suis d'accord, ça serait vraiment intéressant. Et pas galérer dans le top 7, top 8, avoir derrière des Morbidelli galérer. Est-ce que vous pensez justement que le fait d'avoir changé de chef mécano, ça peut amener le changement qui fait que... Est-ce qu'il a su s'adapter à la nouvelle génération de pilotes qui sont plus petits, plus maigres, qui n'ont pas le même pilotage que lui et qui finalement marchent mieux que lui? On l'a vu dans le temps, il s'est quand même bien adapté aux différents styles de pilotage. Ouais, mais là, je trouve qu'il y a une nouvelle ère quand même. Les pilotes sont quand même plus fins, plus petits. Et Rossi, il est quand même très grand par rapport à eux. Et est-ce qu'il a su s'adapter à ça? Ouais, le mec a roulé en 2 temps, quoi. Donc, à partir du moment où t'as roulé en 2 temps et tu fais top 7 en MotoGP 1000 4 temps, à mon avis, tu sais t'adapter. Mais c'est lui qui a été champion du monde dans les 2 catégories, c'est quand même. Non, il sera, oui, peut-être pas forcément devant tout le temps, mais oui, ça serait bien, peut-être dans des circuits clés, type Mugello ou Assen, ouais. Ou Assen, il a toujours bien roulé. Ouais. Enfin voilà, des circuits clés, je pense que oui, il pourra tirer son épingle du jeu, mais après derrière, sur toute la durée de la saison, avec notamment une course supplémentaire. Ça va être, ça risque d'être compliqué pour lui, ça c'est clair. Et je poursuis le parallèle avec Federer encore, mais du coup ça confirme une fois de plus ce que tu dis et je trouve ça intéressant. Le mec va peut-être choisir 4 ou 5 courses spécifiques qu'il a vraiment envie, où il a vraiment envie de performer. Comme Federer aujourd'hui, met sa priorité claire sur les grands chelems, sans en gagner depuis 2018, mais voilà. Rossi, on pourrait imaginer qu'il fasse la même chose. Est-ce qu'il se prépare bien déjà? Après, il faut voir si c'est le physique ou la moto. Ouais, et ça, on sait pas. En fait. Voilà, c'est ça. Et ça, on sait pas. De toute façon, là, pour lui, clairement, ça peut être la dernière saison. Puisqu'il ne sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine. À part s'il va chez Petronas. De toute façon, la seule porte, c'est Petronas avec du soutien Yamaha. Donc, la clé 1. C'est pas la moto, puisqu'il finit comme 3ème Yamaha. Non, c'est son adaptation à la moto, c'est sa capacité à lui. Donc, est-ce qu'il sait s'adapter à la nouvelle ère de la moto? Ah, ça sera encore une 4ème ère aussi. Ouais. Une 4 fromages. Ouais, une 4 fromages, c'est ça. Non, mais bon, après, moi je pense que effectivement la réflexion que vous avez sur choisir quelques courses et être devant, enfin sur ces courses-là. Après, on a parlé de Quarta qui a signé très tôt, mais on n'a pas parlé de Rossi qui ne signera pas peut-être l'année prochaine. Est-ce que c'est pas trop tôt aussi d'annoncer ça? Enfin, c'est compliqué aussi cette position d'outsider, si je peux dire. Je pense qu'il y avait plusieurs choses en jeu. C'est qu'Yamaha s'est retrouvé avec le cul entre 2 chaises. Il devait choisir qui était le pilote numéro 1 dans l'équipe cette année, parce qu'à chaque fois ils avaient des développements à faire qui allaient dans des directions différentes entre Vignales et Rossi. Donc en confirmant Vignales et en disant à Rossi, il y a plus de place pour toi, c'est Vignales qui va commander cette année dans le team. Et peut-être que la moto va aller mieux, et peut-être que Rossi s'y adaptera très bien d'ailleurs. Mais au moins, Yamaha a une direction unique. Ouais, mais du coup, avec les mécanos de chez Yamaha, qui suivent Rossi, comment ça va se passer? Enfin, à mon avis, ça va bien se passer. On l'espère. Ah bon? J'espère vraiment que cette position de ok, je ne suis plus dans le team officiel, mais je vais peut-être aller dans le team satellite l'année prochaine. Est-ce que ça va, enfin, voilà. Comme on disait que c'était même pression peut-être. Son équipe, non, mais son équipe, elle va le suivre. Typiquement, un mec comme Alex Briggs, qui a fait toute sa carrière avec Rossi. Même si Rossi rempile pour 1 an chez Petronas, parce que de toute façon, on le voit difficilement rempiler pour plus d'1 an. Alex Briggs, il ira avec lui 1 an, je pense. Et son nouveau chef mécano. Après, voilà, enfin, les gens qui montent le team Petronas l'an dernier, c'est quand même des Hillenberg qui ont 10 ans de Yamaha avec Lorenzo derrière. Donc, même si Quartararo va monter en équipe officielle, il va monter avec les Hillenberg. Enfin, Hillenberg, il est descendu entre guillemets parce que Vignales ne s'entendait peut-être pas bien avec lui, mais il va revenir dans le team officiel avec Quartararo, quoi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que Quartararo a signé. Bon, il a négocié cette année en 2020, mais peut-être qu'il a négocié aussi de monter avec son team en 2021. Bah, de toute façon, c'est quasiment obligé, quoi. Enfin, moi, je le vois pas différemment.
sais pas. Zilenberg, enfin clairement, il est descendu chez Petronas pour faire ça, quoi. Pour amener l'expérience Yamaha, monter le team, leur expliquer comment fonctionne le truc, et il a montré que ça marchait plutôt bien, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça. Après. Je rebondis un peu. Bon, on n'a pas trop parlé de lui, un peu pour sa blessure, mais Marc Marquez, vous le voyez autre chose que champion cette année? Vraiment? Non. ça va. Next. Encore une fois, on le saura au Qatar. Hein. C'est ça. Ouais, faut attendre 2-3 courses quand même. Le Qatar, c'est pas. Ouais. Ah, mais s'il performe au Qatar alors qu'il est pas en forme, t'es sûr que sur la reste de la saison, sur la saison, il sera là. Accident, Ils ont surfacé les États-Unis. Ouais. Après, faut dire qu'ils sont quand même bien équipés, hein, les pilotes de MotoGP. S'ils tombent ou quoi, s'il fait des glissades, normalement, il devrait, même s'il arrive à faire des rattrapages exceptionnels, s'il tombe, il a, comme il disait, il a de la sécurité, les airbags et tout ça. Donc, je pense que il a un physique exceptionnel aussi. Oui. De pouvoir récupérer aussi rapidement, c'est clair que. Non, il sera dans les avant-postes, ça c'est sûr. Champion ou pas, on verra si Quarta vient taper à sa porte ou Vignales ou autre, mais ça sera intéressant de voir ça. En faisant le tour des autres marques, du coup Suzuki, est-ce que vous attendez encore un petit step en avant Moi oui, parce que j'aime bien cette écurie en fait. C'est une petite écurie qui fait pas de bruit, mais on a vu qu'il y a un peut se battre pour les avant-postes. Donc moi j'attends quand même de Suzuki. Est-ce que tu penses que Rins, ça peut être un pilote qui va s'inscrire dans la durée chez Suzuki et puis peut les amener? Il les a déjà emmenés assez haut. Il a quand même amené la victoire et au général, c'est quand même très bien ce qu'il a fait. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment aller jouer un podium au général peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2 ou 3 ans, quand ils auront une équipe satellite, par exemple? Disons que l'année dernière, s'il avait pas fait quelques chutes, il aurait été il aurait été top 3. Donc c'est une mauvaise question. Mauvaise question. Avec Rochefort, s'il avait pas fait de chute, il aurait fini plus de courses. Ouais, mais Rins, mais bon, il est non, mais ça a de toute façon un niveau supérieur. Non, mais pour moi, Rins a le niveau pour jouer devant. Clairement, vice-champion, pourquoi pas avec un concours de circonstances. Mais ce qui manque aujourd'hui peut-être à Suzuki, c'est ce team satellite pour avancer plus vite sur le développement. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a pas de. Parce qu'ils ont un très bon développement, mais pas assez de motos sur la piste. Ils ont une moto saine déjà. Puisqu'avec que de motos, ils arrivent à faire les résultats qu'ils font. Ouais. Parce que la moto est bien née. Pour moi, Suzuki, ça va être l'année de la confirmation du potentiel. Peut-être plutôt qu'un deuxième team, peut-être qu'il leur manque un deuxième pilote. Parce que Mir, on le voit pas trop. Ouais, sa première année. Mais Quartararo, c'est sa première année aussi. Pas la même moto. Ouais, mais on le voit. Est-ce que t'as vu Bagnaia? Est-ce que t'as vu Oliveira? Pourtant, c'est des pilotes hyper talentueux. C'est ça. Tiens, t'as dit Oliveira, KTM. Qui attend quoi chez KTM, du coup? Tiens, Steph, qu'est-ce que t'en penses des Oranges cette année? Non, mais j'attends plus des ragots que sur la piste. Non, mais sérieusement. Tu crois que ça va cogner? Non, alors, de façon moins polémique, est-ce qu'ils auront un management des pilotes qui sera sain et qui évitera la gamberge et qui feront que ça se passera bien en piste? En fait, c'est pas parce que Zarco s'est cassé les dents dessus que je fais mon sale gosse, mais les déclarations à l'emporte-pièce, les coups de pression au premier tiers du championnat, faut peut-être qu'ils auront appris de leurs erreurs aussi. Moi, j'attends plus de l'esprit d'équipe que de la moto. Ouais. Zarco, il est pas l'esprit d'équipe l'année dernière, malheureusement chez KTM. Bon, on sait pourquoi, mais. Non, mais je pense qu'il y a des. Moi, j'étais pas dans le box, mais j'ai l'impression qu'il y a des deux côtés, il y a eu des soucis, quoi. Il y a eu un mismatch, vraiment comme tu essayes de faire tenir de la colle sur de l'huile. D'aucun côté, ça pouvait fonctionner, en fait. Mais Ouais, on peut lui dire, on donne une moto pour être champion. Finalement, il s'est attendu des choses. Mais ça s'est pas concrétisé. En fait, c'est surtout très tôt. Enfin, moi, ce que je retiens, après, j'arrêterai de tirer sur l'ambulance, mais c'est les déclarations du team manager très tôt dans la saison sur le fait que Zarco était décevant. C'était dit comme ça. Hein. Il finit derrière Espargaro à chaque course.
Oui, non, mais Peut-être qu'ils attendaient plus de lui. Oui, mais c'est pas Qui comme tire ça plus Espargaro. C'est pas comme ça que tu manages un pilote. en fait, putain. c'est ça, c'est surtout les déclarations. Je pense que le gars, c'est pas un perdreau. Il devrait savoir que tu dis pas aux journalistes que t'es déçu de ton pilote, même si c'est vrai. Après, bon, tu le vois en Formule 1 chez Red Bull, t'y es, puis après, les courses mais d'après, je- tu peux être bon, bah, t'y es plus, Non, quoi. mais justement, c'est un peu C'est leur état d'esprit. c'est un peu l'ambiance à Vinca, ouais. Sauf que là, c'est un team usine et qui devrait être géré peut-être un peu plus Sereinement. en mode père de famille, quoi. Ouais. Mais bon, après, bah, la moto, j'ose même pas attendre des choses de la moto, parce que la fois, ils nous avaient dit qu'ils allaient nous sortir un moteur qui ferait gagner une seconde. Bon, bah, c'était du flanc. Alors là, j'attends. Alors là, je suis totalement wait and see. Là, je viens de parler pour rien dire, sauf pour dire du mal du team management. Après, KTM, je voudrais bien que Binder soit celui qui Ça, réussisse à. Bah, peut-être avec la Ah, fraîcheur, en fait. Ouais, c'est Ouais. exactement ce que j'allais dire. Ouais, C'est, l'insouciance. c'est de moi ce que j'attendais, c'est le Brad Binder sur le titre de Rocky peut-être, Mm. parce que ça sera, je pense, quelque chose qui pourrait être intéressant, C'est jouable. dû à son passif chez KTM, dû à son passif et sa montée en puissance chez KTM. Ouais, il sait travailler avec cette marque, ce style de management justement, C'est ça. et je pense qu'il sait communiquer ce qu'il veut. Mais puis la moto, on l'a dit un peu tout à l'heure, elle a vraiment fait un step up, quoi. Ouais. Le travail de Pedrosa, je pense qu'il a porté ses fruits. La moto, on a vu aux essais à Sepang. Elle sera peut-être pas devant à chaque course, ça va dépendre de la configuration du circuit. Ouais. Mais cette année, ils ont trouvé quelque chose de plus compétitif. Avec Pedrosa. Ouais, c'est Oui, ça. oui. Ouais. Non, mais avec, c'est important, avec hein. Pedrosa. Ouais. Faut le voir avec d'autres pilotes. Après. Bah, Paul a Ouais, roulé. ouais, oui, bon, parce aux qu'il essais. faut avoir quelque chose adapté pour une personne, mais pas pour l'autre. C'est toujours le match entre le pilote et la moto. Non, enfin, c'est, on C'est on l'a- toujours on une l'a- symbiose ou pas. hein. on l'a très bien vu avec Zarco, Yamaha, Zarco, KTM, ou Rossi, Yamaha, Rossi, Ducati. Mais Pedrosa, comme c'est un jockey, on peut s'imaginer que s'il arrive à maîtriser la KTM, quelqu'un de moins fluet pourrait y arriver aussi. Parce qu'elle a toujours eu la réputation d'être physique, d'être un pur sang, qu'il faut lui mettre des coups de pied pour qu'elle tourne. Enfin, là, je me base que sur du pif, hein, mais si Pedrosa, qui fait 10 kilos tout mouillé, arrive à l'emmener, on peut imaginer que d'autres athlètes puissent y arriver. Ouais, bah, la Honda n'était pas connue non plus pour sa douceur. Hein. Ouais, bah, peut-être que peut-être que ça n'a rien à voir avec le physique. Mais nous verrons. Bon, on a fait le tour, mais Honda, justement, vous attendez quoi de Marquez et aussi de Crutchlow? Parce qu'on va laisser à Nakagami le temps de se remettre un petit peu de sa convalescence. Donc je pense que ça va être... On va attendre la saison. Ouais, tu parles de Marquez. Alex Marquez, ouais. Parce que ça a été quand même le... Je dirais pas la surprise, mais... Moi, j'en attends pas grand-chose. Moi non plus, parce qu'en fait, les années qu'il a fait chez la Moto 2, les débuts de saison de Moto 2, ses premières années, je suis désolé, hein, mais moi, c'était il y a 2 saisons, je le voyais tout le temps par terre. Ouais. Clairement, il était tout le temps par terre. C'était sans cesse, je chute, mais je chute pas pendant les essais, je chute en course. Donc, c'est à voir comment il va dompter cette moto. Et puis Karl Crutchlow, moi, j'aime bien les pilotes indépendants et je me dis que potentiel dernière saison, il va essayer de tout donner, donc ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait être quelque chose, je pense. Ouais. Mais peut-être pas pour le titre de champion du monde, là-dessus, d'accord. Oh, oui. Mais pour le titre de peut-être pilote indépendant avec à voir avec Miller ce qu'il va donner. Voilà. J'ai peur que ça le détruise cette saison chez Honda Factory. Parce que Alex, la moto est difficile, on le sait. C'est pas une moto idéale pour débuter. On a vu ce qu'a fait Lutti avec, on a vu ce qu'a fait Morbidelli avec. Quand ils sont montés, c'était juste catastrophique, quoi. Et voilà, il y a une exposition médiatique chez Honda Repsol. Il y a le fait qu'effectivement, il a eu du mal des fois à s'adapter à la moto, Alex. Alors, il est bourré de talent, mais et je pense que ça peut vraiment lui mettre le doute. Il est peut-être une approche différente de la moto de son frère. C'est pas les mêmes personnes. Et il a peut-être moins confiance en lui. Et j'ai peur que derrière, il sache pas quoi faire si ça marche pas un minimum. On aurait peut-être pu le mettre chez le team satellite la première année. Effectivement, Il est moins exposé, moins médiatisé. Tu prends un peu la moto, puis après tu peux monter chez H. avec Steph. Parce que quand même, tu te confrontes à qui là? C'est qui ton coéquipier? C'est ton frère et le champion du monde. Alors Le après, mec qui fait pas. après la Il fait 1-2, 1-2, 1-2. Donc, ouais, mais après la complicité peut faire que il peut tirer son frère vers le haut. ouais, mais je suis pas sûr qu'à ce niveau-là, les mecs ils pensent mon frère, pas mon frère. Enfin, Oh c'est là, des compétiteurs.
Je suis d'accord, c'est d'abord avant tout des compétiteurs, mais le fait qu'ils se voient très souvent hors du cadre de la compétition, ça peut faire que allez viens je te tire. Mais je pense que Marc Marquez bon les Bulls s'ils sont faire le bas. Mais oui, clairement. Pas, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pour ça qu'il donnera pas les secrets de la moto. Pour sa première saison, je pense pas qu'il va lui donner les secrets de la moto. Je pense que même Alex le battra pas. C'est ça. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ah, tu peux me filer les secrets de la RC. C'est pas pour ça que je vais claquer un temps, quoi. Enfin, je veux dire, non mais honnêtement, j'ai beaucoup moins de talent qu'Alex Marquez évidemment, mais j'en ai même pas du tout en moto. Mais enfin voilà, c'est pas en lui disant 2 trucs un week-end où qu'Alex va après le battre sur une course. Le battre non, mais le faire évoluer oui. Oui, clairement. Ouais. Et concernant Crutchlow, j'essaie de lire entre les lignes dans ses déclarations. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu sa saison de clôture. J'ai vraiment l'impression que depuis la naissance de son enfant, il s'est dit c'est cool la moto, mais moi j'ai envie de passer du temps à la maison, j'ai envie de voir mon enfant, j'ai pas envie de terminer handicapé. J'ai lu exactement pareil. Donc je pense qu'il va faire une bonne saison, il va prendre moins de risques peut-être, donc il va moins chuter. La moto sera peut-être un peu mieux adaptée et il fera peut-être peut-être un top 5 régulièrement, mais voilà, peut-être qu'il finira 7ème au championnat du monde et puis au revoir quoi. Ouais. En gros, c'est un touriste. Non, mais pour avoir ce niveau-là, faut quand même sortir. Quoi. En tout cas, il sera sans doute 2e meilleur pilote Honda cette année. Oui, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Après, Nakagami, avant qu'il se blesse, était quand même pas mal compétitif, donc on va voir son retour aussi. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il peut être 2e pilote Honda. Ouais. On passe chez Aprilia, du coup. Qui veut parler un petit peu des Italiens, puisque ça a été un petit peu compliqué cette intersaison avec les déboires de Iannone. On sait pas trop comment ça va se goupiller leur affaire. Encore une fois, donc cette fois ça va mal côté équipe, mais bon après on sait que c'est un peu bizarre comment ils gèrent leur pilote. Donc bon, Iannone, mais c'est pas la faute d'Aprilia pour le coup. Oui. Ils sont un peu devant le fait accompli. Ils attendent de voir s'il sera suspendu, soit Bradley Smith, soit Salvadori, soit Abraham dans un miracle. Ouais. Enfin bon. En tout cas, la moto, ils ont bien travaillé dessus. Apparemment, Rivola, il a fait un boulot de fou. Ils ont changé donc l'angle du moteur. Ils ont mis un V4 comme les autres à 90 degrés. Et ils ont changé pas mal de choses. La moto est beaucoup plus courte également, donc plus agile. On l'a vu aux essais de Sepang, elle avait des ailerons de Formule 1 aussi sur le carénage avant. Ah, c'était eux les pelanés. Et ils avaient des flasques, des demi-flasques sur la roue avant pour refroidir les freins, etc. Donc il y a vraiment eu un gros travail et ça s'est vu sur les chronos. Alex Spargaro, après, je dis sans forcer, mais était devant dans tous les chronos, il était dans le top 10 quoi. Donc clairement la moto peut faire quelque chose cette année. Qui a un petit avis sur les Italiens, non ? Non, personne. Sur le constructeur, je sais bien que Aprilia soit présent dans le championnat. C'est vraiment intéressant de voir différents constructeurs. Après, c'est sûr qu'il faut qu'ils continuent à travailler sur la moto pour essayer de l'amener aux avant-postes. Et s'ils ont fait des bons résultats à Sepang, ça peut être intéressant, mais non, c'est clair qu'ils joueront pas forcément la gagne. Mais non. Voilà. Ça va être compliqué d'aller jouer la gagne, mais il y a un step à faire. Hein. C'est ça, mais c'est pareil. Après, on parle là, ce sera plus de budget. Ce serait aussi intéressant de voir Aprilia avec un team satellite, Suzuki avec un team satellite, pour faire progresser ses motos plus rapidement. Mais après, tout est une question de budget, de pilote, voilà. Déjà, Aprilia va faire un step en passant en écurie Factory, puisque là, ils sont adossés à Gresini. Donc, je crois que c'est en 2021 ou 2022, je crois, mais c'est pas, c'est prévu. C'est ce qu'ils veulent faire, mais après, ce qu'ils vont faire. Rien d'officiel. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'Aprilia, ils bénéficient si je me trompe pas, c'est les concessions. Oui, mais ils peuvent rouler comme si c'était des teams satellites pour les pilotes d'essai. En essai. En fait, tant qu'ils n'ont pas fait de podium, ils peuvent développer plus de potentiel de développement. Donc, du coup, c'est intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire et continuer à faire avancer cette moto. Quoi. Chose que peut pas faire forcément Suzuki. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur vos attentes sur 2020 ? Petrucci, vous le voyez faire quoi ? Mieux, moins bien ? Pareil. Pareil. Bon, on a pas parlé de Morbidelli beaucoup, ça aussi. Ouais, pareil. Ouais, on peut en parler. C'est pareil de Bagnaia. Ouais. Vas-y. Non. Pour Bagnaia, c'est. Il
il faut voir ce qu'il va faire avec dans le team satellite et puis voir ce qu'il peut. C'est pas possible de dire ça, mais de voir ce qui va être fait avec Zarco, s'il va passer devant lui et tout. La grosse inconnue de toute façon chez Ducati, elle est là. Elle est le fait qu'ils ont quand même 5 pilotes. C'est ça. Bon. Dovizioso quand même est nettement au-dessus du lot. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. Mais après, entre Petrucci, Miller et Zarco, ça va être la foire d'empoigne. Ouais. Miller, je le vois quand même devant. Ouais, Miller a fait une très belle fin de saison. Il a fait. J'étais très content de sa fin de saison. Au Qatar, il est bien placé. Après, il a ce problème de selle. Ouais. Donc forcément, il perd des places. Enfin, il y a des circonstances où il a pas eu de chance dans la saison. Ah ouais, cette image où il lâche la selle comme ça, c'était. Mais ouais. C'était rigolo. Mais oui, voilà, il faut voir ce que ça va donner, mais en tout cas oui, dans l'ordre pour moi ça serait Dovizioso et après voir Petrucci, Miller, voir ce que ça va donner, parce que on a vu que Miller finissait régulièrement pas très loin des officiels quoi. Ah bah de toute façon Miller il est il finit derrière Quartaro en team indépendant, mais c'est pas joué à grand chose. Ah non, c'est clair. Mais Miller est dans l'angle. Déjà il a la mauvaise de pas avoir pris la place de Petrucci cette année. Mais ça peut s'expliquer en vue de sa fin de saison qui était bonne et pas celle de Petrucci. Miller il va un team officiel. Donc là-dessus si c'est pas chez Ducati en 2021, est-ce que ce sera chez Suzuki ou ailleurs? Non mais Bagnaia, pour rebondir sur ça, effectivement, il va falloir vite qu'il prouve qu'il a un potentiel. Soit qu'il prouve qu'il a un potentiel, soit qu'il change de moto. Parce que c'est peut-être pas forcément la moto qui est adaptée à son pilotage. Ouais, c'est possible. Voilà. Mais bon, en fait, chez Pramac, il a quand même. Je trouve que ils ont une bonne. Pour ça, ils ont une bonne philo. C'est un team vraiment sain, Pramac. Ouais. Alors là-dessus, je suis d'accord, mais le team certes, il est plus sain que chez KTM, mais c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Mais même chez les Thénardier, c'est plus sain que. Mais c'est clair qu'il faudra voir ce qu'il pourra faire. Garder cette Ducati, changer de moto. Régule, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Pour montrer que ça progresse. Et Morbidelli, il faut voir. On va voir ce qu'il va faire avec cette nouvelle moto. Qui veut nous parler des essais de Sepang, des résultats? Olivier? J'avais fait le top 5 en MotoGP à Sepang. On avait donc Quarta, Crutchlow, Rins Bagnaia aussi et Marc Marquez 13e. Je l'ai quand même mis parce que voilà, champion du monde en titre. Si vous avez quelque chose à dire sur ce top 5, Quarta, j'ai presque envie de dire que c'est pas étonnant. Crutchlow deuxième, c'est une belle deuxième place. Et voilà, Marquez qui est pas encore en très grande forme. Est-ce que c'est du fake ou pas? On n'en sait rien. Aussi cinquième, voilà. Non, rien. Les gars, une demi-seconde. Pour voir les chronos, c'est que même pas une demi-seconde de. Ouais. C'est très derrière le premier. Et puis entre ceux qui font que tester, ceux qui mettent un train de pneus pour claquer le chrono, Marquez il a fait que tester, et puis tester sa forme physique. Dovi il a fait que tester. Là il a pas. Je suis sûr que tu peux pas le voir derrière Bagnaia réellement quoi. Donc il y a des petites choses, c'est difficile d'avoir un vrai aperçu, mais dans tous les cas tout le monde roule très vite, sauf Rabat. Oh le salaud, c'est moche. Après il y a certains pilotes qui ont vraiment fait beaucoup de tours dans la même journée. Hein. Plus de 70 tours dans la même journée, il faut les tenir quoi. Ouais, il y a Gintoli qui a pas mal bossé pour Suzuki. Donc c'est quand même pas mal quoi. Donc il faudra voir les résultats justement de ceux qui ont fait le plus de tours pour voir si dans la durée sur une course ils pourront tenir le rythme. La grande question à mon avis pour les prochains tests au Qatar la semaine prochaine, à l'heure où on enregistre, c'est est-ce que on va avoir de la recherche du claquage de chrono ou rester comme à Sepang la semaine dernière où tout le monde fait comme il a envie en Indy. De toute façon, il va falloir choisir les moteurs. Hein, donc au bout d'un moment. Mais ils voudront tous, je pense, claquer une pendule pour pouvoir au moins se positionner sur le Grand Prix à venir, quoi. Parce que on a fini la saison sur Sepang, on commence les tests ils ont fait des tests hivernaux, mais les tests officiels 2020 à Sepang,
C'est un circuit qui est en fin de calendrier. Donc c'est sûr que au Qatar, ils voudront montrer qui sera dans les avant-postes, ça c'est clair. On passe aux catégories. Ouais, aux on autres peut en parler catégories. rapidement. Ouais. Rapidement, bon, c'était des essais privés, hein, comme vous le savez. Contrairement à moi, on n'a pas eu de chrono officiel du coup. Dans chaque catégorie, on a 8 équipes qui ont répondu présent. Et dans les deux, ce sont des rookies qui ont bouclé le plus grand nombre de tours. On a eu notamment Andy Faridisi, Isdiar qui a bouclé 93 tours. Donc on a en moto 3 le top 5 Garcia, Ogura, Rodrigo, Arenas, McPhee, et en moto 2 Martin, Marini, Navarro, Di Gianantonio et Viare. Voilà. Ah, Viré, on en a pas parlé. Moi, je l'aime bien, Viré. Comme Marini d'ailleurs. Pareil, moi ça fait partie des pilotes que j'avais noté à voir À surveiller, pour le Moto 2. Ouais. Donc voilà, pareil, c'est moto 2, moto 3, on verra plus en détail la semaine prochaine à Valence. Il y a des essais au test officiels, officiel, ouais. si Là, avec des vrais chronos. avec des vrais chronos, tout le monde Sauf sera Lobs. là, et je paniquerai pas de pas trouver les chronos sur le site de MotoGP. Bon, messieurs, on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Ouais, juste avant je de rentrer en je hibernation? voulais signaler Vas-y. en endurance, parce que j'en avais parlé Oui. rapidement pour blaguer sur la moto 3, la moto 2 pardon. Mais on a la Team 50 qui arrête le championnat endurance pour manque de financement. Je signalais que c'est dommage d'avoir une équipe aussi légendaire qui s'arrête pour manque de financement. C'est que le championnat prend un virage un peu trop professionnel. Et voilà. On peut pas. Est-ce qu'on préfère pas un championnat d'endurance vraiment typique amateur avec plein de teams je signale par contre que la Team 50 continuera à courir au bol d'or et au 24 heures du Mans, mais du coup ils pourront plus pour le championnat. Ce qu'il disait, c'est que la nouvelle course des 8 heures de Sepang, elle est superbe. C'est vraiment un truc qu'il fallait faire. Maintenant, 2 courses d'outre-mer pour l'endurance, c'est juste pas possible pour les teams non officiels. C'est trop cher. Et C'est du ce coup, que ils peuvent disait plus jouer le Guyot, championnat du monde. Donc, il y a eu un choix de fait. Et ça rend plus compétitif d'un côté, ça rend plus visible la catégorie en Asie. Mais d'un autre côté, tous les teams français qu'on connaît bien en endurance, ils vont avoir beaucoup plus de mal à À continuer. boucler les budgets. Après c'est compliqué de trouver les sponsors Ah et ouais. tout. Ah enfin, oui. c'est- Non mais je leur reproche pas à eux, c'est Non, encore non, une mais fois. ouais, C'est ouais. été léché par après l'assurance aussi. Ah non mais c'est compliqué monter une team et tout. Ah ouais. Enfin, c'est les budgets, la logistique et tout, c'est monstrueux. Enfin, quand nous on est spectateurs du MotoGP, mais quand on réfléchit à toute la logistique qui est mise en place, Mais juste déjà rouler c'est monstrueux. juste quoi. déjà rouler sur piste en amateur pour avoir essayé un peu l'année dernière, tu te rends compte que et encore j'habite à Paris, je peux aller à Carole en moto avec la moto de piste qui est encore immatriculée, je peux y aller. Alors ça c'est dangereux Bah oui, d'ailleurs je suis Parce que- viandé parce que tu sors de la piste. et t'as les t'es pneus tout chaud. chauds. Voilà, c'est ça. Ça c'est hyper dangereux. Ne m'en parle pas. Et enfin, tu vois, déjà là, c'est cher parce que tu claques pas mal de thunes. Moi, la moto de piste, j'ai acheté une GSR 2000 balles, 80 000 bornes. Elle m'a coûté, elle me revient à 12 € le kilomètre. Et t'imagines, j'ai pas beaucoup roulé. Je cours pas en compétition. Putain, c'est vrai que attaquer la compète amateur puis la compète quasi pro en Non, endurance, c'est des gouffres. Hein. C'est cher et puis il faut que après il faut voir si en France ces systèmes sont possibles pour justement promouvoir la moto en sport endurance. moto, hein, Voilà, sport c'est ça. mécanique, quoi. C'est ça. Parce que c'est pas forcément le sport phare français, Ouais. malheureusement. Enfin, Oh, le foot, c'est bien. Même si aussi. beaucoup de Ouais. Français courent en endurance. oui, Ouais. oui, Mm. oui, on a des très bons pilotes Oui, il y a une français belle après. Hein. filière, hein. Oui, on a des très bons pilotes français après qui tournent dans les championnats nationaux ou internationaux, c'est quand même pas mal. Mais après derrière, non, c'est. Après, c'est une question de poids de la fédé. C'est ça. Et la possibilité que leur Parce que- offre aussi les politiques derrière, encore avant, en financement, quand- etc. Quand on voit le championnat CEV ou ce genre de championnat pour les jeunes qui promouvoit bien ce sport et qui ancre ça dans les territoires, enfin, en France, on a peut-être un peu moins ça, on est peut-être un peu moins visible, donc même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits ça là-dessus, il y a beaucoup de petits championnats et tout qui sont vraiment intéressants. Enfin, moi, quand je vois
Quand je regardais le 125 Promo Sport ou bien les compétitions Promo Sport qui ont peut-être un petit peu évolué depuis que maintenant j'y suis plus. Enfin, c'est quand même vachement intéressant et il y a vraiment des belles bagarres qui se font. Mais par contre, certes, c'est difficile à promouvoir en France, c'est difficile à expliquer. Oui, venez me sponsoriser. Oui, c'est difficile d'aller chercher les autocollants. Hein. C'est ça, exactement. D'autant plus pour revenir un peu à l'audience que ça se situe sur 2 années civiles. Ouais. Et quand faut boucler, aller chercher un sponsor au mois d'octobre, novembre, les gens ils disent j'ai mon budget toute l'année, il est niqué, attends 2020 quoi. Donc, il y a ça aussi qui un peu bizarre. Qui joue pas dans le bon sens. Pour revenir à ta dernière chose, moi ce que j'espère c'est qu'on ait une belle année 2020 en MotoGP, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Que Marquez soit champion du monde, pourquoi pas, mais qu'il y ait plus de courses disputées, plus de pilotes différents qui gagnent les courses, ce serait génial. Tu veux de la bagarre? La bagarre. Et est-ce que le circuit d'Austin va avoir enfin une vraie surface? Est-ce qu'on va le resurfacer pour va-t-il pleuvoir en Angleterre? Ça dépend, est-ce que les Formule 1 roulent dessus avant ou pas? De toute façon, ça va être ça. Hein. Les mecs qui vont resurpasser, ils vont tout flinguer avec les gens et voilà. Et est-ce que la Finlande sera un circuit de karting comme annoncé? On verra. C'est vrai. Bon, en tout cas, plein de belles choses pour 2020. Ouais, tiens. Ouais. D'ici un mois, il y aura déjà eu une course de fête, donc on y verra. Je sais pas si on y verra plus clair, mais au moins on aura vu une course. Ah ouais, putain, j'en peux plus. Sur ce, Melvin, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Thanks. Et puis merci à toute la grande tablée, à Olivier, Stéphane, Pierre. Merci beaucoup à vous tous. Écoutez, maintenant c'est l'heure de boire des bières. De boire une petite blanche. Enfin, de manger une petite blanche. Parce que à boire, c'est ça l'entraînement. Eh oui, l'intersaison. Salut à tous. Merci. Salut à tous. Au revoir. Moi aussi.